Salut les mecs. Alors aujourd'hui, on va parler de Zack Snyder, et oui, le Zack Snyder, le type qui filme chaque scène comme si c'était la bande-annonce d'un parfum pour guerrier spartiate sous stéroïdes, avec du ralenti, du vent et des regards perdus dans le vide, comme s'il cherchait ses clés dans l'horizon. Parce qu'à un moment donné, fallait que ça sorte les copains. Ça fait des années qu'on encaisse, ça fait des années, oui, qu'on bouffe des filtres gris comme un dimanche sous pluie acide, qu'on bouffe des personnages qui parlent comme s'ils lisaient des citations Pinterest écrites par un mec en armure. Ça fait des années qu'on se tape des films qui durent 3 plombes pour t'expliquer que rien. T'expliquer rien, juste des pauses. Encore des pauses, toujours des pauses, de l'iconisation à ne plus savoir qu'en faire. Même une statue grecque bouge plus que ces scénarios de cons. Alors aujourd'hui, on va faire ce que personne n'a encore eu le courage de faire dans le YouTube français, sans risquer une invasion de fans en cap. Dans les commentaires, on va tout détruire, je dis bien toute la filmographie de Zack Snyder, sans exception, du début au milieu jusqu'à la fin. Les bons moments, on en parlera, sauf qu'on en parlera parce qu'il n'y en aura pas. Les aberrations visuelles, et là on en parlera parce qu'il y en a beaucoup. Les choix douteux, les délires mégalos, les ralentis qui durent plus longtemps que ma déclaration d'impôt. On va disséquer sa carrière à ce mec. On va le disséquer comme un médecin légiste qui aurait perdu toute empathie. Parce que la victime n'est peut-être pas encore morte. Mais on s'en fout, on va la tuer. Là, il s'agit pas d'une critique, les copains, il s'agira d'une croisade. D'une longue marche dans un désert de CGI, d'images de synthèse. Avec au loin un ralenti qui n'en finit jamais. Et moi, je suis là, sans eau, sans pitié, au milieu du désert, sans merci, même. Et oui, avec juste une mission. Détruire. Anéantir, voilà ma mission. Et avant de commencer, les gars, avant de commencer le massacre, si vous voulez soutenir la chaîne et m'encourager, surtout que je poste tous les jours comme vous pouvez effectivement le constater depuis un certain temps maintenant, eh bien les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez la cloche. Objectif 100K avant la fin de l'année, les copains. On y est presque, hein. Donc on y est presque, je compte sur vous. Comme vous le savez, il faut mettre la fameuse daronne à l'abri, et maintenant le Yaji Baby à l'abri. Et oui, la famille s'agrandit, alors sans plus attendre, c'est parti. Bon les amis, on remonte en 2004 évidemment, avec le début de la carrière de l'ami Snyder, donc l'Armée des Morts, Dawn of the Dead, et oui, le remake du classique de George A. Romero. Et le point de départ, il est limpide, on a un virus zombie qui se propage à vitesse grand V, à travers les États-Unis. Et en parallèle, on a un petit groupe de survivants qui finit par se réfugier dans un centre commercial isolé, barricadé comme un coffre-fort en pleine paranoïa. Et à l'intérieur, ils tentent de survivre entre les hordes de morts vivants dehors, les tensions humaines dedans, et cette ambiance où chaque décision peut te coûter un bras, littéralement de coûter un bras. Et le film est souvent considéré comme l'un des meilleurs de Snyder. Et on comprend pourquoi, c'est énergique, efficace, ça traîne pas. Les zombies sont rapides, agressifs, clairement inspirés de 28 jours plus tard, et ça donne un rythme beaucoup plus nerveux que l'original. Sauf que ce choix, il divise. Parce que ceux qui venaient chercher une horreur lente, atmosphérique, avec une montée de tension bien installée, à la Romero justement, ils se sont retrouvés avec un sprint permanent. C'est moins oppressant, c'est plus spectaculaire. En gros, tu passes d'une angoisse qui te serre la gorge à un film qui te secoue comme un shaker. Visuellement, le style Snyder commence déjà à s'installer, montage nerveux, humour noir, mise en scène un peu théâtrale, ça reste encore contenu, voilà, le génie est encore dans la lampe, il ne s'est pas encore échappé, mais tu sens déjà le réalisateur qui aime appuyer sur le bouton « Regardez-moi ». Et là, point important que j'avais pas le droit d'oublier, le scénario est signé James Gunn. Et oui, ironie du sort, le premier long métrage de Zack Snyder a été écrit par son plus grand rival. Bon, c'est comme ça qu'on aime nous les vendre aujourd'hui, bien sûr, avec les deux Superman, hein. Le Superman d'Henry Cavill de Snyder et le Superman de James Gunn, voilà, les deux versions un peu ennemies. Mais voilà, ce qui est marrant, c'est que Snyder a commencé sa carrière sur un scénario signé James Gunn. Écoutez, voilà, ça ne peut pas s'inventer. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de souci. Et c'est aussi pour ça que le film est pas si mauvais que ça. C'est aussi pour ça, on va pas se mentir. Tant que Snyder n'écrit pas, c'est pas si éclaté, franchement. Et de toutes les manières, la majorité des critiques ont été moins violentes avec ce film qu'elles ne le seront avec les films futurs écrits par Snyder lui-même. Donc c'est probablement, oui, son moins pire film. Après, cela étant dit, quand bien même le scénario aurait été écrit par James Gunn, il y a quand même des choses à dire. Bon, déjà, les personnages, c'est du catalogue. On a le leader tourmenté, la femme forte, le comique, le garde de sécurité. Bon, après, tu me diras, oui, Vin Grames. Quand Vin Grames est dans la place, tout est censé bien se passer. L'acteur est super, mais bon, ça reste une case cochée, hein. Rien de plus en fait. Y a pas vraiment beaucoup d'évolution, peu de motivation complexe. Ils sont assez clichés, irritants, souvent présents juste pour augmenter le nombre de morts. Là, on est vraiment dans une logique de, entre guillemets, qui est le perso qui va crever juste après. Beaucoup plus que, quel perso va être le plus intéressant et quel perso va le plus évoluer. Voilà, on est beaucoup plus dans la première logique que dans la seconde. C'est dommage. Et même si les conflits internes entre les personnages existent, ils sont surtout là pour faire avancer l'histoire. Je veux dire, ça crée du mouvement, mais pas de la profondeur. Les tensions ne sont jamais vraiment explorées, ça sert de carburant narratif, mais pas de
matière psychologique. Et surtout, le film abandonne presque totalement la dimension satirique du Romero original. Parce que, évidemment que Romero, in fine, c'était pas juste un film d'horreur, un film de zombies. Il y avait une critique du consumérisme, ça se passait quand même dans un centre commercial. Voilà, c'était quand même une réflexion sur la société de consommation, la société moderne. Sauf qu'ici, ben non, n'oubliez pas que c'est Snyder. Ça devient du film d'horreur d'action pure, version popcorn, sans véritable message derrière. Certains peuvent y voir une forme de glorification du chaos, avec des persos qui adoptent des comportements héroïques cool, beaucoup plus qu'humains ou crédibles. Là aussi, je ne peux pas leur en vouloir. Et si vous ajoutez à cela des décisions de personnages extrêmement stupides et parfois même incohérentes, un scénario des plus plats et génériques une fois l'introduction passée, bah voilà, t'as un film qui fonctionne. Ce qui est quand même pas mal pour un film de Snyder, je tiens quand même à dire, mais ça marque pas. Voilà, bon, ça reste basique, les gentils contre les méchants, c'est pas très bon, voilà. Et Snyder finalement. Et donc, ok, c'est fun, c'est efficace, c'est tendu, c'est au-dessus de beaucoup de productions de Snyder, mais voilà, y a pas vraiment d'ambition narrativement parlant, les persos sont faibles. Et déjà, tu commences à sentir le parfum de, ouais, le style avant le fond, qui va s'installer très rapidement chez Snyder, en effet. Un peu comme une promesse extrêmement inquiétante. Mais bon, on va continuer quand même, en remontant jusqu'en 2010, les copains. Puisque là, attention, peut-être que vous ne vous y attendiez pas, mais oui, on va parler d'un film d'animation. On va parler du royaume de Gaoul. En effet, puisque Snyder a troqué là les zombies contre les chouettes. Mais attention, pas des peluches mignons qui font ou qui ululent sur un arbre, eh ben non. Là, il s'agit de guerre, d'enlèvement, d'endoctrinement et de domination. Voilà. Le tout version plumage. Puisqu'on y suit Soren, un jeune hibou effray, qui se fait kidnapper par une armée de chouettes. Bien vénères, décidés à imposer leurs lois sur tout le monde ailé. Et avec quelques compagnons, il va partir chercher les fameux gardiens de Gaoul, une sorte d'élite de chouettes justiciers chargés de maintenir la paix pour affronter le tyran Bec d'Acier et ses troupes. Donc en résumé, voilà, c'est un récit initiatique classique avec héros naïf, méchant très méchant, et quête héroïque bien balisée. Voilà, bon. Snyder est dans la place, et oui, avec une histoire bien manichéenne, avec les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Bon, après, faut reconnaître un truc, hein, visuellement c'est très propre, les scènes de vol, les combats aériens, la 3D, c'est vraiment là que le film brille. J'ai même parfois eu l'impression de regarder un documentaire animalier, et oui, hein, avec un petit stéroïde saupoudré dessus, mais un documentaire animalier tout de même, avec des ralentis, évidemment, on est quand même dans un film de Snyder, qui donne à chaque battement d'aile une importance cosmique. Mais comme souvent, avec Snyder, plus c'est beau, plus ça compense en fait. Alors le film il est sombre, d'accord, intense hein, pour un public familial, on parle quand même de guerre, d'hypnose, d'esclavage mental, de manipulation, pour un truc avec des chouettes, ça fait un peu beaucoup. Après, moi, ça me dérange pas, attention. Mais il a été marketé pour les gosses, ce film. Enfin, je veux dire, au moins, tu peux dire ce que tu veux, mais Watership Down, un film immensément plus violent que ce film-là, au moins, il a été marketé pour les adultes dès le début, quoi. Genre là-dessus, y a pas de souci. Même chose pour Plague Dog et tous ces films un peu esthétiques, enfantines, mais finalement ultra adultes. Et on n'a jamais commencé à essayer de te le fourguer pour ton petit cousin de 6 ans. Sauf que là, si. Et ça peut poser problème. Et le souci dans tout ça, c'est que ça aussi constamment entre aventure pour enfants et noirceur assez lourde. Et donc, bah, à la fin, on a un équilibre bancal, comme un dessin animé qui aurait le niche entre 2 épisodes. Et côté écriture, même si Snyder n'est pas le scénariste principal, on est quand même sur une adaptation d'une série de livres, bah ça sauve pas grand chose, hein. Encore une fois, ça c'est le classico-classique. La signature, je dis bien, la signature de Zack Snyder. Les personnages sont d'un manichéisme scolaire. Et ça, c'est ça qui pour moi tue Snyder. C'est pour ça que Snyder ne peut pas prouver grâce à mes yeux. C'est pas possible. Les gentils chouettes sont nobles, courageux, irréprochables, parfaits, donc pas très intéressants. Et les méchants, eux, sont tyranniques, sadiques, avec des motivations extrêmement simplistes et mal expliquées aussi. Soit simplistes ou mal expliquées, soit simplistes et mal expliquées. L'arc du frère de Soren, par exemple, c'est précipité, peu clair, émotionnellement bancal. Ce que vous voulez, ça va être tragique, mais ça arrive comme un colis mal livré. Et encore si ça arrive déjà, ça c'est bien. Et le développement des personnages est des plus inégal, je veux dire. Certains persos secondaires existent à peine, réduits à une fonction, souvent comique, hein. Il y a le côté un peu enfantin, et ils disparaissent presque aussitôt. Il peut y avoir un faire-valoir comique qui débarque, fait de blagues et qui repart comme un invité gênant à un dîner. Les dialogues n'aident pas du tout, c'est cliché, répétitif, forcé. Et surtout, puisqu'on parle des dialogues, il y a un détail qui, bon, ça rentre dans le lore, oui, de la saga livresque. Ça va peut-être vous faire rire, mais le mot gésier est trop répété. Je crois qu'il a été répété 40 000 fois. Et je veux dire, au bout d'un moment, moi j'ai eu l'impression d'assister à une pub pour Rabat, plutôt qu'à une aventure épique, d'accord. Ça pose un problème. Après, il faut vraiment comprendre que c'est une traduction du terme Gizzard, ok, qui est donc un concept central de l'univers des livres du royaume de Gaoul, d'accord. C'est-à-dire que chez les chouettes effrays de cette saga, le gésier, d'accord, qui est donc l'estomac musculaire des oiseaux, hein, d'accord, bah il est doté d'une dimension spirituelle et instinctive. C'est censé représenter l'intuition profonde, le courage et tout. Y a pas de souci, mais dans le film, en fait,
Tu l'entends trop, et ça n'a aucun sens, parce que, enfin, je veux dire, entendre des « sors ton gésier, crois en ton gésier, mon gésier me dit que un gésier fort et pur, et ce dont tu as besoin pour réussir ». Non mais, je veux dire, comment tu ne peux pas rigoler quand t'entends ça à tout bout de champ? C'est pas possible. C'est un leitmotiv, d'accord, mais c'est usant dans le meilleur des cas. Et surtout, on va pas se mentir, en termes d'adaptation, c'est pas incroyable. Enfin, je veux dire, le film condense plusieurs livres en un seul film, ce qui donne une mythologie extrêmement confuse, survolée, sous-expliquée, et ça va trop vite pour vraiment s'attacher ou comprendre des enjeux en profondeur. Et au final, le royaume de Gaoul, bah, c'est du ratage total. Alors c'est beau à regarder, hein, mais bon, derrière cette vitrine, bah, l'écriture manque de subtilité, de nuances, et repose trop sur le spectacle, et c'est quelque chose que l'on va répéter, répéter et répéter ad nauseum dans cette vidéo jusqu'à que mort s'en suive. Parce que c'est toujours les mêmes problèmes dans les films de Snyder. Et oui, je le crains, et on va continuer et enchaîner avec Sucker Punch, sorti en 2011, un an plus tard. Donc, Sucker Punch, les copains, on va changer totalement d'ambiance. Je pense que vous l'aurez compris, puisque là, il s'agira pas, voilà, de chouette ou de hibou ou je sais pas quoi. On va suivre Baby Doll, une jeune femme internée dans un asile psychiatrique, après un drame familial assez sombre, d'accord? Et pour échapper à une réalité franchement dégueulasse, elle se crée des mondes imaginaires complètement fantasmés, entre samouraïs, dragons, guerre, missions épiques, tout ça pendant qu'avec d'autres patientes, elle prépare une évasion dans le monde réel, où elles sont en réalité exploitées dans un club bien sordide, d'accord? Alors déjà, sur le papier, oui, t'as un mélange entre fuite mentale, critique sociale et aventure symbolique, sur le papier. Parce qu'en pratique, le film est ultra polarisant, et souvent cité comme l'un des plus faibles de Snyder. Visuellement, bah c'est l'orgie, d'accord? Ralenti à répétition, chorégraphie millimétrée, effets dans tous les sens, chaque séquence ressemble à un clip qui aurait pris trop de vitamines. Et le problème, c'est que tout spectacle écrase complètement l'émotion et le récit. Moi, j'ai eu l'impression de regarder quelqu'un jouer à un jeu vidéo, manette en main, pendant que toi, bah t'es coincé à côté, voilà. Sans même pouvoir le backseat gamer, quoi. Et la structure n'aide pas du tout, on empile plusieurs niveaux de réalité entre l'asile, le club, les mondes imaginaires, mais sans vraie maîtrise. Ça embrouille beaucoup plus que ça intrigue. Et à force, tu sais plus ce qui est censé avoir du poids ou non. Quand tout devient flou, bah y a rien qui compte vraiment, et là où ça se casse vraiment la gueule, c'est l'écriture, parce que cette fois, Snyder est co-scénariste. Et ça se voit. Ça se voit assez rapidement, parce que les personnages, déjà, bah c'est une vitrine, d'accord? Chaque fille correspond à un archétype visuel. On a la fragile, la rebelle, la sexy, la dure, mais derrière, tout est creux. Très peu de personnalité, quasiment aucun développement, des arcs émotionnels fantomatiques. Baby Doll elle-même, censée être le centre du récit, passe une bonne partie du film à être passive, silencieuse, quasiment absente, bon, voilà. C'est un peu gênant, quand même, pour quelqu'un qui est censé porter toute l'histoire sur ses épaules, d'autant que le film prétend aborder quand même des thèmes assez lourds, entre le traumatisme, la résilience, l'émancipation féminine, mais bon, bah le traitement, il est des plus bancals, hein. De toutes les manières, voilà. Il s'agit quand même d'un film de Snyder. Parce que d'un côté, on te parle de libération, sauf que de l'autre, on te balance des personnages en tenue plutôt libérée, avec des chorégraphies suggestives et des situations qui ressemblent beaucoup plus à du fantasme qu'à une véritable critique. Et donc, bah oui, c'est un peu une œuvre qui se contredit elle-même, d'accord? Presque une exploitation déguisée, en discours féministe, hein. Je veux dire, voilà, c'est bien de jouer les féministes, mon petit Snyder, mais voilà, là, c'est un peu le contraire que tu nous fais. Bref, le message est flou, maladroit, hypocrite, un bon film de Snyder. C'est un bon cru, c'est un bon millésime, là-dessus, y a pas de souci. D'autant que la narration, bah, elle part complètement en roue libre, d'accord? Il y a des incohérences énormes dans l'histoire qui s'accumulent. La logique disparaît à mesure que les minutes filent. Le film donne l'impression d'abandonner toute cohérence à la fin, et les dialogues, encore une fois, n'aident pas du tout comme la majorité des films de Snyder. C'est lourd, artificiel. Les performances d'ailleurs des acteurs sont plutôt plates, hein, voilà, on va pas se mentir. Vraiment, comment dire, le film, si je devais le résumer, c'est un fantasme déguisé en message profond, d'accord? C'est une tentative ratée de faire quelque chose de subversif, alors que c'est juste, voilà, des jolies filles en jupette. C'est ce que c'est, hein, voilà. Et c'est probablement là que les défauts d'écriture de Snyder sautent le plus aux yeux. Entre manichéisme, manque de profondeur psychologique et une étrange tendance à glorifier ce qu'il prétend dénoncer, c'est aussi autre chose, effectivement, dont on va parler un peu plus tard, de la filmographie de Snyder, parce que le film veut être un cri, mais il sonne surtout comme un long écho vide, avec de très jolies images pour meubler le silence. On enchaîne avec Army of the Dead, et oui, version 2021. Snyder revient à ses premiers amours, c'est-à-dire les zombies. Sauf que cette fois, il mélange ça avec un film de braquage. Et il se dit que tout ça, dans Las Vegas, avec une bombe nucléaire en compte à rebours, bah ce sera une bonne idée. Et sur le papier, encore une fois, ça claque. Sauf que bon, dès qu'on sort du papier, ça claque un peu moins. Donc le point de départ, c'est qu'après une épidémie zombie qui a ravagé Las Vegas, et donc la ville est murée, condamnée à être nukée, on a Scott Ward, ancien héros de guerre,
contre les morts vivants, incarné par Dave Bautista, et à la limite, lui c'est un GOAT, y a pas de souci, c'est un très bon acteur, il est difficile de critiquer, voilà. On a tous été très impressionnés par ses performances, là-dessus y a pas de souci. Et il se voit recruter, pour une mission, bon, je peux pas dire le mot, ça commence par S et ça se termine par Sid, ok? Vous l'avez compris. Et son objectif c'est d'entrer dans la zone contaminée avec une équipe de mercenaires et récupérer 200 millions de dollars dans le coffre d'un casino avant que tout ne parte en champignons nucléaires. Donc t'as un mélange entre braquage, zombie, apocalypse imminente, et l'idée est vraiment sympa. Non, vraiment. Le cocktail est explosif. 3 petits points. En théorie. Parce que dans les faits, oh là là, le film traîne la jambe. Hein. Déjà, 2h30. Avec un premier acte très lent, rempli de présentations, de mise en place, de discussions qui s'étirent. Tu sens que le film veut prendre son temps, mais c'est pas pour les bonnes raisons, d'accord? Et quand ça démarre vraiment, bah c'est l'excès inverse. Visuellement, on retrouve le style Snyder en roue libre. Ralenti à outrance, couleurs saturées, images sous-exposées, filtre qui fait reflou, qui m'a donné l'impression... pas que ma télé avait un problème de réglage. C'est juste laid, en fait. Ou même fatigant à regarder. Et l'action, qui est très gore, bah, elle finit par devenir répétitive. Je veux dire, le mélange braquage plus zombie, encore une fois, vraiment, en termes de concept, c'est de l'or, ok? Sauf que ça fonctionne à moitié. Un peu comme un plat qui mélange trop d'ingrédients sans vraiment savoir lequel doit dominer. Parce que ça veut tout faire en même temps et c'est compliqué. Et en plus, on va pas se mentir, mais de toute façon, c'est toujours le problème avec les films de Snyder, vous l'aurez compris, c'est l'écriture. L'écriture pose un énorme souci dans ce film parce que, encore une fois, Snyder est co-scénariste et ça se sent, ça se voit, ça se renifle, d'accord? Parce que les personnages, c'est une collection de clichés ambulants. On a le père de famille, le spécialiste en sécurité, le comique, la badass, chacun arrive avec son étiquette mais sans aucune profondeur. Les arcs des personnages sont superficiels, maladroits, inutiles. La sous-intrigue familiale est forcée, la romance sortie de nulle part. Globalement, la majorité des personnages sont irritants, stupides, complètement creux. À tel point que, enfin je sais pas, même les zombies, moi ils m'ont procuré plus d'émotions que les persos humains. Je veux dire, quand ton mort-vivant est plus vivant que ton héros, c'est que là vraiment faut commencer à s'inquiéter. En plus de tout ça, l'intrigue accumule les incohérences, les trous de scénario, comme une véritable passoire. Déjà, pourquoi risquer un braquage alors que la ville va être détruite? Je comprends pas. Et puis la logique des zombies alpha censés être intelligents, bah ça change selon les besoins du scénario, voilà. Parfois ils sont intelligents, parfois ils le sont moins. Et les décisions des personnages sont bien souvent absurdes. Et plusieurs sous-intrigues sont abandonnées au cours de route. La fille, les réfugiés, ça apparaît, ça disparaît. Comme si le film avait perdu ses propres notes. C'est un truc de fou. Et même le coffre censé être, incassable entre guillemets, il est inutile, secondaire dans son propre film. Et encore une fois, le manichéisme est ultra présent. Et encore une fois, voilà, c'est pas super, c'est pas super subtil au niveau de l'écriture. Voilà, on a les humains motivés par l'argent, la survie, la vengeance, rien de très nuancé, je veux dire. Les retournements de situation sont prévisibles, les dialogues sont plats et clichés, comme il est d'usage dans un film de Snyder, et au niveau du rythme, bah, c'est complètement déséquilibré. Comme je l'ai dit au début, il y a trop de blabla au début, un enchaînement excessif dans la seconde partie, et bah, c'est déséquilibré, c'est un film qui est pas maîtrisé, comme la majorité des films de ce gars-là. On sent une ambition visuelle, le tigre zombie, bon, même s'il est anecdotique, il est quand même sympa visuellement, l'univers est tendu et intéressant, mais l'écriture est paresseuse derrière, donc ça n'arrive jamais à structurer tout ça correctement, enfin je veux dire, tout à l'heure je parlais des zombies, d'accord, donc il y a deux types de zombies dans ce film, ok? Il y a les Chamblers, et là encore une fois les Chamblers, enfin je veux dire, j'aime pas Neil Druckmann, mais est-ce qu'il serait possible, effectivement, qu'il aille s'équiper d'avocats pour envoyer Snyder en prison? Parce que les Chamblers, c'est un terme de The Last of Us 2, il y a des zombies Chamblers dans son jeu de con, là, Druckmann, réveille-toi, enfoiré! Bon déjà, là c'est quand même compliqué au niveau du trademark, donc on a les Chamblers qui sont des zombies lents et stupides, bon les zombies classiques, et il y a les alphas, d'accord? Et c'est le vrai délire du film, c'est-à-dire qu'ils sont rapides, forts, capables de réfléchir, d'esquiver les balles, se coordonner en meute, un peu comme des loups, hein, et même d'avoir une forme de société hiérarchisée, avec un roi Zeus et une reine, sa mariée, d'accord? Ils ont une vraie organisation, ils chassent de manière stratégique, et ils semblent avoir une sorte de royaume à Las Vegas, avec le casino Olympus, bien sûr, le casino Olympe, avec le roi Zeus, vous l'aurez compris, voilà. Et là, forcément, vous allez me dire, non mais attends, Yaji, mais c'est bien, là, vu comment tu nous en parles, ça a l'air sympathique, pourquoi tu t'en plains? Mais en fait, le problème, c'est que c'est éclaté, en fait, comment dire? C'est pas que c'est éclaté, encore une fois, sur le papier, c'est bien, mais ça reste majoritairement à la surface, et c'est ça le problème, c'est-à-dire que Snyder a voulu mixer plusieurs genres en même temps, d'accord? C'est-à-dire que on a le film de zombies avec une hiérarchie originale, donc Alpha versus Chamblers, une sorte de société zombie, là-dessus il y a pas de souci, sauf que derrière, il y a effectivement ce qu'on appelle un heist movie à la Ocean Eleven, c'est-à-dire un film de braquage en mode hit, ok? Sauf que malheureusement, il n'y a pas Michael Mann derrière pour chapeauter tout ça. On a un drame familial encore au-dessus avec la relation père-fille de Dave Bautista, et encore au-dessus de tout ça, on a un film d'action ultra gore et spectaculaire. Donc ça ne fait pas sens, et surtout on ne peut pas développer aucune de ces intrigues, puisque bah il y en a trop.
Et au-delà de ça, le film fait quand même 2h28. Je tiens quand même à le faire remarquer. Et en 2h28, aucun de ces films narratifs n'est vraiment creusé. C'est quand même compliqué. Et donc même si le délire des alpha zombies intelligents sur le concept est intéressant et là-dessus, il n'y a pas de souci, même visuellement c'est bien rendu, bah ça reste superficiel. On voit qu'ils ont une hiérarchie, qu'ils pensent et qu'ils ont des rituels, mais on n'explore jamais, ou en tout cas presque jamais, ce que ça implique vraiment. Pas de vraie réflexion sur ce que ça signifie d'avoir quand même en face de soi une civilisation zombie, pas d'ambiguïté morale poussée très loin, et ça, bon, encore une fois, Snyder. De l'ambiguïté morale, il en est allergique. Et bon, en plus de tout ça, voilà, le scénario accumule les twists, les sous-intrigues avec le milliardaire japonais, le traître, le tigre zombie, la bombe nucléaire imminente. Il y a trop, c'est trop. Il y a trop, en fait. Il y a trop, et qui dit trop, dit trop. Donc bon voilà. Donc le film est long, trop long, stupide, répétitif, bourré d'incohérences. Alors, et même si c'est fun et spectaculaire, et c'est bien, parce qu'après tout c'est un film de Snyder, et là-dessus à la limite bon, il déçoit rarement. C'est vrai que ça en fait trop, et ça peut faire mal à la tête, mais là-dessus visuellement il est toujours présent. Voilà. Mais bon, c'est que de la surface. C'est des films d'adolescents, quoi. Les films d'adolescents un peu attardés, quoi. Il y a des mains faites, et puis, il y a du sang, il y a de la violence, il y a de la lance. Voilà, c'est vraiment... Bref, je vais arrêter là pour Army of the Dead, parce que je commence vraiment à devenir trop aigri. Même moi, ça me fait peur. Bon, on va commencer par la base, si vous me le permettez, avec l'histoire, avec un grand H, d'accord? Celle qu'on devait retrouver dans 300, mais que Snyder, et Frank Miller également, mais bon, on va parler de ça à la fin de la vidéo, a remplacé par une fanfiction testostéronée avec filtre sépia et écrit Guturo en bonus. Parce qu'entre nous, le film s'appelle 300, mais bon, il aurait peut-être pu s'appeler 300 000 libertés prises avec les faits historiques. Parce que déjà, le nombre de combattants, il est pas exactement historiquement correct. Il y avait pas seulement 300 Spartiates. Léonidas avait amené un joli cortège d'alliés grecs, environ 7000 hommes, d'accord? Oui, ça casse un peu le mythe du petit commando héroïque face à l'armée infinie des Perses. C'est pas 300 contre le monde, c'est 7000 mecs qui ont oublié leur crème solaire contre 200 000 Perses qui avaient rien demandé. Mais bon, même en 300, je suppose que ça sonne mieux sur l'affiche. Ensuite, les armes et les armures. Alors dans le film, les mecs se baladent en slip de cuir, casque et sandales, en mode ouais, la guerre c'est la fashion week de l'Antiquité. Sauf que dans la vraie vie, évidemment, les Spartiates étaient couverts de bronze, avec des boucliers lourds et des cuirasses épaisses. En gros, Snyder a remplacé la réalité par un cosplay de Gladiator versus Abercrombie. Et ce choix artistique, il dit tout. C'est pas une reconstitution, c'est un fantasme de virilité. Et alors là, évidemment, arrive le clou du spectacle. Les rhinocéros de guerre, les éléphants géants, les ninjas perses avec des crocs, enfin je veux dire, bon voilà. À ce stade, t'as juste envie de vérifier que t'es pas en train de mater un spin-off de Jumanji. On parle d'une bataille historique, pas d'un safari sous acide, ou alors à la limite, j'ai mal lu le synopsis. Les Perses avaient beaucoup de choses, là-dessus y a pas de souci, mais ils avaient pas exactement un zoo ambulant sorti tout droit d'un revue mythe de Michael Bay. Mais la plus grosse trahison, c'est évidemment la déformation de la culture spatiate. Le film te vend Sparte comme le dernier baston de la liberté face à la tyrannie perse, alors qu'en vrai, bon, Sparte, c'était pas forcément mieux, en vrai de vrai, je veux dire. C'était quand même un cauchemar militariste avec un régime d'esclavage massif, puisque les ilotes, c'est-à-dire les esclaves spartiates, ils cultivaient la terre, pendant que les citoyens s'entraînaient, à balancer des lances sur des gamins en bois. Et le fameux « si t'es pas assez fort, tu dégages », c'est pas une métaphore. Les bébés jugés trop faibles étaient littéralement jetés du montagne-jet. Enfin voilà, la démocratie spartiate, c'était un peu comme un club VIP, quoi. Il y avait 3 membres et les autres, ils ferment leur gueule. À la limite, moi, ça me dérange absolument pas que les Spartiates étaient comme ça. Enfin, je veux dire, c'est l'histoire, on va pas commencer à se la jouer moralisateur en mode non, mais c'est pas assez woke, c'est pas gentil. Et les Spartiates vivaient avec leur culture qui peut être critiquable ou pas. À la limite, là, c'est même pas la question. Le souci, c'est que tout ce qui aurait pu faire que le récit soit non manichéen, avec des Spartiates avec des défauts d'un côté et des Perses avec d'autres défauts de l'autre, ce qui aurait effectivement fait un film intéressant, mature et adulte, avec pas juste les gentils contre les méchants, mais deux camps qui s'affrontent pour des intérêts supérieurs qui peuvent être défendables ou non, ça aurait été sympa. Sauf que Snyder efface tout ça, il aplanit tout ça, parce que dans son univers, c'est les gentils contre les méchants. Les héros, ça peut pas être des sociopathes en jupette, ils doivent être des symboles, des icônes de la liberté, et le tout version Hollywood. Léonidas, c'est plus un roi d'une société esclavagiste, ce qui aurait pu être très intéressant, attention, moi j'aime beaucoup les vilaines protagonistes, les personnages principaux qui ont un côté gris, un côté frelaté moralement, c'est mes personnages préférés. Le problème, c'est que c'est pas du tout effectivement comme ça que Léonidas nous est présenté, puisque là, tout ce qu'on voit, c'est juste un papa musclé de la démocratie occidentale. Un mec qui te regarde droit dans les yeux en te disant que ouais, c'est pour la liberté que je me bats. Voilà, pendant qu'il décapite un ambassadeur sans sommation. Et
Et clairement, là, bon, c'est de la pédagogie musclée dans le meilleur des cas. Et au-delà de ça, il y a pas mal d'anachronismes et de simplification historique. L'opposition binaire, comme je l'ai dit, entre les gentils grecs et les méchants perses, en vrai, techniquement parlant, c'était beaucoup plus flou. Des cités grecques collaboraient avec les Perses, d'autres les combattaient, et la notion même de Grèce unie, c'est un fantasme historique, ça n'a jamais existé, en tout cas pas dans l'Antiquité. Et Snyder, lui, il préfère la simplicité manichéenne, encore une fois, et c'est toujours la même critique, hein, peu importe son film et peu importe les vidéos où je crache sur Snyder, on revient toujours au manichéisme, quoi. C'est un gamin, ce mec-là est immature. Donc d'un côté, t'as les hommes libres gentils, de l'autre, les esclaves monstrueux, les Perses très très méchants parce qu'ils sont très méchants. C'est comme regarder les infos d'une chaîne américaine pendant la guerre du Golfe, sauf que là, tout le monde est huilé. Bon, maintenant qu'on a vu que Snyder avait pris l'histoire avec un grand H, qu'il l'a roulé dans la poussière et l'a huilé jusqu'à que ça brille comme les vampires de Twilight, on va parler maintenant de la représentation culturelle et raciale de tout ça, parce que je vous le dis, là on va aller loin. 300, c'est pas qu'il frôle le malaise, c'est qu'il fait un plaquage complet façon rugby spartiate au malaise. Bah alors déjà, le traitement des Perses, comme je l'ai dit. Au-delà même d'être les gentils contre les méchants, les Perses dans ce film-là, c'est l'altérité incarnée, c'est l'ethnique stylisée jusqu'à la caricature. Ils sont tous plus exotiques, tatoués, percés, dorés, monstrueux, androgynes les uns que les autres. Ils sont parfois même carrément inhumains. T'as des géants, des mutants, des types sans visage, des esclaves à chaînes dorées. Enfin, c'est une foire à la difformité orientale. Snyder a pris Empire Perse et a entendu parade gothique sponsorisée par le mal. C'est vraiment pathétique. Et au milieu de tout ça, bien sûr, Xerxès, le dieu roi de 4 mètres de haut, huilé comme une boule à facettes, qui parle, voilà, avec un ton menaçant, mais enfin, je veux dire, bon, c'est difficile de le prendre au sérieux. Il a 30 kilos de ferraille sur le crâne, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le fantasme orientaliste à l'état pur. C'est le tyran efféminé, séducteur, inquiétant, contre le héros occidental viril et pur. Encore une fois, j'ai rien contre les héros occidentaux, loin s'en faut, mais c'est juste que ce serait quand même sympathique de rendre ça peut-être un peu plus nuancé, à la limite. Et j'aurais dit la même chose si ça avait été retourné, hein. Je veux dire, si les Perses avaient été vus comme étant des gentils ethniques et les Grecs comme des méchants blancs pas beaux, bah non en fait. Ça aurait été tout aussi éclaté au sol, donc là-dessus, voilà, qu'on vienne pas me traiter de gauchiste, même si on me traitera quand même de gauchiste. Là-dessus, je n'ai pas d'espoir. Mais enfin, bref, pour ne rien arranger, les Spartiates sont quand même joués par des Britanniques. Bon, oui, tous taillés dans la craie avec l'accent américain qui va avec, hein, l'accent aristocrate qui sent la morale et la menthe poivrée, on se croirait vraiment dans une reconstitution historique produite par la BBC après une overdose de créatine, quoi. Et c'est même pas que les ethniques qui prennent cher, même les handicapés. Je veux dire, le traître, là, Éphialtès, ce pauvre bossu qui rêve de servir Sparte, bah il se fait rejeter par Léonidas, voilà, avec un discours digne d'un entretien d'embauche chez les eugénistes anonymes. Oh bah non mais désolé, t'as pas la morphologie requise pour mourir pour la patrie. Et évidemment, ce mec rejeté humilié finit par les trahir, parce que, bah oui, il faut bien que la difformité morale ait un visage. En clair, dans l'univers snyderien, le handicap c'est le mal, et si t'as pas d'abdos visibles, bah t'es suspect. C'est même pas moi qui exagère, c'est littéralement la morale du film. Et donc les gentils, les héros sont tous très beaux, voilà, ils sont forts, ils sont beaux, ils sont purs, et ils sentent la sueur noble, tandis que les ennemis, bah voilà, ils sentent le vice et le patchouli maléfique, ils sont bossus, dégueulasses, décadents. C'est du cartoon. Comment tu peux prendre ça au sérieux? Et là, il n'est même pas question de parler de choc de civilisation, là c'est une séance de muscu idéologique où la caméra te dit subtilement que ouais voilà, si t'es beau t'es gentil, si t'es moche t'es méchant. Et écoutez, mais la vie c'est pas aussi simple que ça, je crois, non? Enfin, je sais pas. Et puis bon, puisqu'on est encore, voilà, sur les sujets qui fâchent, parlons un peu de politique. Désolé les gars, on va aller au bout du délire, hein. On va aller au bout du terrier de lapin. Parce que 300, je pense que vous l'aurez compris, c'est pas juste un péplum sous hormones, d'accord? C'est un petit manifeste idéologique à l'américaine, sauce George Bush, déguisé en bain de sang héroïque. Et spoiler, c'est pas exactement l'arc de la guerre de Sun Tzu, voilà. C'est plutôt un autre livre, écrit, voilà, par un moustachu autrichien qui a raté le concours des beaux-arts, d'accord? Je pense que vous voyez plus ou moins de qui je parle, hein, éventuellement. Déjà, bon, discutons des évidences. Le film transpire le culte du corps, de la force, du sacrifice et de la pureté, d'accord? Chaque plan respire le fantasme d'une société parfaite où seuls les plus forts méritent d'exister. Et à la limite, encore une fois, si ça avait été présenté de façon grise, en mode ok, l'eugénisme est pratique pour la guerre, mais il y a aussi des aspects critiquables de cette société, peignant un cadre, bah oui, gris, nuancé, pas totalement gentil, pas totalement méchant. Enfin, je veux dire, un truc stylé, quoi. Un truc donc pas très snyderien. Encore une fois, moi j'ai pas envie qu'on dise que les Spartiates sont les méchants, tandis que les Perses sont les gentils. Encore une fois, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est quelque chose de beaucoup plus nuancé, quoi. Si c'est pour dire, ouais, l'eugénisme c'est trop bien, ça n'a pas d'intérêt. Je vais vous donner un contre-exemple, et attention, là, on va remonter loin. Donc, pour ça, je vais faire une petite parenthèse sur l'animé Legend of Galactic Heroes, d'accord? Un animé de tard l'époque, d'accord? Je pense que le parallèle est très intéressant, puisque Legend of Galactic Heroes oppose un vrai débat politique à l'échelle galactique, d'accord? Avec deux camps. Donc, la démocratie des Free Planets, dont des planètes libres, qui est assez lente, bavarde et corrompue, et en face, la monarchie impériale, le Reich spatial, attention, qui est efficace, mais autoritaire.
autoritaire, d'accord? Et le génie, un génie malheureusement dont 300 est singulièrement dépourvu, c'est que les deux camps ont raison et tort en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de monstres, juste des systèmes humains qui s'effondrent sous leurs contradictions, d'accord? Donc d'un côté, t'as la démocratie spatiale, et sur le papier, ok, liberté, débat, institution, tu te dis que dans n'importe quelle autre fiction, la démocratie contre le Reich, forcément les démocrates seront les plus gentils, mais seront considérés comme étant les gentils contre les méchants, d'accord? Mais c'est pas le cas du tout, puisque, encore une fois, le système est basé sur la lenteur, sur pas mal de corruption, sur beaucoup d'égoïsme et d'ego politique, leurs décisions sont prises après des heures de parlotte pendant que des soldats meurent, enfin voilà, c'est littéralement un Sénat qui discute pendant qu'une flotte brûle juste à côté, et de l'autre côté, t'as l'Empire Galactique, le Reich Galactique, une monarchie autoritaire stratifiée, basée sur l'ordre et la hiérarchie, d'accord? Mais avec un twist, c'est pas juste les gentils, encore une fois, puisque même si, grâce à Reinhardt, qui est donc l'un des deux protagonistes principaux de l'anime, tout devient fluide, efficace et organisé, le message c'est pas forcément que la dictature c'est bien, puisqu'on montre aussi beaucoup des énormes problèmes d'une autocratie, puisque l'anime met un point d'orgue à montrer aussi les très mauvais côtés de ce qu'une dictature peut apporter. Et ce dont je vous parle, c'est porté par, plus ou moins le bras droit de Reinhardt, c'est-à-dire Paul von Homberstein, qui est déjà un autiste, c'est-à-dire que déjà lui, dans une société eugéniste, il emmène par large, mais en plus il est né avec une malformation aux yeux, d'accord? C'est-à-dire que Paul a des yeux bioniques, et dans l'ancien régime eugéniste, qui a pas si longtemps que ça, il aurait été exécuté à la naissance. Bon là, il vit, il s'élève socialement, et il aide Reinhardt à combattre la démocratie galactique, mais il est super lucide, et il dit souvent que oui, il serait né ne serait-ce que 10 ans à 5 ans plus tôt, il serait mort, au nom de la pureté, quoi. Et l'animé, passe beaucoup de temps à montrer que oui, la monarchie, le Reich, c'est pas trop bien non plus, quoi. Je veux dire, c'est une série qui te dit plus sur la démocratie, sur la monarchie, sur le fascisme, sur l'eugénisme et sur la dignité humaine que 300 en 2 heures de cri. Et là où Snyder montre la difformité comme étant le mal, Legend of Galactic Heroes la montre comme le rappel de la monstruosité d'un système. Tout est remis en question, les deux camps sont toujours remis en question, et il y en a aucun qui a le monopole du bien. C'est ça le truc, et c'est ce que j'aurais aimé pour 300, mais bon, écoutez, peut-être que j'en demande trop à l'ami Snyder. Parce que dans 300, et dans les films de Snyder en termes général, il n'est pas question de nuance, c'est juste, est-ce que t'as un torse carré? Si oui, et qu'en plus tu cries fort, c'est bon, t'as raison par défaut. C'est du fascisme soft, je suis vraiment désolé, quoi. C'est un peu comme si Nietzsche avait fait un partenariat avec GoPro. Et c'est pas un hasard si beaucoup de critiques ont vu 300 à l'époque comme une allégorie pro-guerre post-11 septembre, puisque à sa sortie, on agit encore dans la rhétorique du choc des civilisations, l'Occident libre face à l'Orient barbare. Et Snyder, sans le dire, joue là-dedans à fond. Les Spartiates, c'est l'Amérique héroïque, courageuse, minoritaire mais morale, et les Perses, c'est l'ennemi venu d'ailleurs, multiple et menaçant, déshumanisé. En gros, 300, c'est CNN avec des abdos huilés, quoi. Enfin, je veux dire, la propagande est à peine déguisée, les discours de Léonidas ressemblent à des slogans de recrutement militaire, avec la liberté, l'honneur, la mort glorieuse. Je veux dire, on sent presque venir le clip du Pentagone à la fin, quoi. Rejoignez les Spartiates parce que mourir c'est stylé. Je veux dire, le film ne glorifie même pas la guerre, il la fétichise. Il te la vend comme un sport extrême avec bande-son symphonique. Et à force, j'ai fini par me demander si le message c'était résister à la tyrannie, ou si c'était non, meurs proprement, ça fait joli. Et le tout sur fond sépia, quoi. Et comme la majorité des films de Snyder, non seulement le film ne se rend même pas compte de ce qu'il glorifie, là-dessus y a pas de souci, mais en fait le problème c'est que ce film ne questionne rien, il doute jamais. Il érige la violence comme des vertus. C'est le discours nous contre eux, voilà. Et ça devient une esthétique. Là on est clairement pas dans de la réflexion, c'est une idéologie emballée dans un ralenti où la mort devient belle parce que c'est photogénique. Et je tiens à le dire, parce que bien souvent dans mes vidéos, lorsque je parle de films qui adaptent des comics ou des romans, bien souvent je vais dire ouais, le comic c'est beaucoup mieux. Là c'est pas le cas. Et on va en parler un peu après, mais Snyder n'a rien inventé. Autant dans ma vidéo sur Watchmen, clairement, voilà, Snyder n'a absolument pas compris la substantifique moelle du comic de Alan Moore. Là, il a compris la substantifique moelle du comic de Frank Miller. Il a bien saisi. Là, c'était l'homme de la situation, vraiment. Snyder est fait pour adapter des œuvres de Frank Miller. Là-dessus, il y a aucun souci. Parce que le comic original baigne déjà dans une idéologie militaire presque mystique. Là, Snyder n'a rien inventé, quoi. Il a juste mis des ampoules LED sur le casque de Léonidas et voilà. Il a dit non, mais c'est stylé, donc c'est vrai. Et on va enchaîner avec le nerf de la guerre, c'est-à-dire le style snyderien, d'accord? Cette chose, mi-peinture baroque, mi-cinématique de jeux vidéo, qui te balance de la sueur et du ralenti jusqu'à saturation rétinienne. Parce que 300 visuellement, c'est incontestable. Mais c'est beau comme un poster dans une salle de muscu. C'est brillant, mais c'est totalement déconnecté de la réalité. Et Snyder, en bon élève de Frank Miller, il a décidé de filmer le comic case par case. Et le résultat, c'est que chaque plan ressemble à une planche d'album exposée au Louvre du bodybuilding. Les ombres sont écrasées, les contrastes sont hystériques, les filtres cuivrés pourraient faire rougir un coucher de soleil radioactif, y a rien qui respire, y a tout qui étincelle. Mais c'est pas un film, c'est une galerie de pose héroïque, quoi, c'est iconisé à en crever la bouche ouverte. Et là où certains réalisateurs peuvent te raconter une histoire avec leur coup de caméra, Snyder lui, il te vend juste une esthétique. C'est-à-dire que l'émotion passe après la composition du cadre, et c'est un peu triste. En fait, cette mise en scène, à force d'être figée, elle finit assez rapidement par devenir auto-parodique. Et les acteurs, ils
se sont mis au diapason, ils jouent avec la grâce de figurines désarticulées. Chacune de leurs répliques sort comme une proclamation gravée dans le marbre, sans aucune nuance ni émotion. Gérard Butler, il passe tout le film à crier, comme si on venait de lui voler son déodorant. Et côté scénario, évidemment, c'est pas mieux. Y a pas de vraie progression, hein, juste une succession de tableaux. Combat, discours, plan stylé, rediscours, recombat, discours. On dirait un montage TikTok de 2 heures. Voilà. Et Snyder, encore une fois, il confond rythme et intensité. Tout est au maximum tout le temps. Donc au bout d'un moment, ton cerveau va décrocher. Bah oui, évidemment. Et bon, les images de synthèse, faut en parler aussi. En 2006, c'était impressionnant, mais aujourd'hui, ça a vieilli plus mal qu'un tatouage tribal. Les décors en fond vert, les armées clonées, les contrastes cuivrés. On voit les coutures, vraiment, ces plats artificiels, vidéoludiques dans le mauvais sens du terme. J'ai vraiment eu l'impression de regarder un trailer de jeu PS3 tourné avec des figurants en live action, quoi. Et encore une fois, et c'est le problème de tous les films de Snyder, et je répète la même chose dans toutes mes vidéos où je crache sur ce mec-là, c'est que le film se prend trop au sérieux. À aucun moment Snyder ne glisse un clin d'œil, une distance, une respiration. C'est de la tragédie grecque sans second degré, de la poésie virile sans ironie. Même Gladiator à côté, c'est une comédie romantique. C'est de la caricature involontaire de ce que ça veut célébrer, quoi. Et là, comme je vous l'ai promis dans l'intro de la vidéo, on va parler de La Source du Mal, c'est-à-dire du comic original de Frank Miller, sorti en 1998. Parce qu'avant d'être un film, sur des divinités grecques bodybuildées, 300 c'était déjà une bible graphique du virilisme fascisant, si je puis me permettre. Et Snyder n'a clairement pas inventé le délire, il l'a juste filmé au ralenti avec une caméra de luxe. Et encore une fois, je vais pas commencer à essayer de vous faire croire que, attention, l'original était mieux. Non, l'original puait la merde. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Frank Miller, à la base, c'est un type relativement intéressant, enfin je veux dire. Le mec a révolutionné Batman avec The Dark Knight Returns et a noirci le polar avec Sin City, d'accord? Mais avec 300, écoutez, il a viré fou, puisqu'il nous sort une mythologie spartiate fantasmée, où tout ce qui brille n'est pas bronze, mais idéologie. Il prend la bataille des Thermopyles, et il la transforme en parabole d'un monde en déclin, où seuls les vrais hommes, donc forts, purs et belliqueux, peuvent sauver la civilisation occidentale. Évidemment, ça peut rappeler tous les discours, un peu bouchesques de 2000 ans, évidemment. Et déjà, à l'époque, le comic s'était fait défourailler pour ses inaptitudes historiques. Frank Miller n'en a rien à faire des faits historiques, d'accord? Il veut du symbole, du choc, du mythe. Les Spartiates sont des hordes décadentes de mecs ethniques vraiment assoiffés de sang. Les ilotes, les esclaves indispensables au système spartiate, on les voit pas. Les enfants handicapés qu'on jetait du montail-jet, silence radio. Tout ce qui ternit la légende, et ce qui aurait pu effectivement rendre l'histoire intéressante, c'est-à-dire méchant contre méchant. Un camp moralement discutable contre un autre camp moralement discutable. Comme Legend of Galactic Heroes. Un truc stylé. Mais malheureusement, non. Voilà. Tout ce qui reste, c'est une vision manichéenne, une vision gentil contre méchant, une vision bien contre mal, une vision héroïsante, où la force physique devient vertu morale. Et c'est là que le bas blesse. Parce que le culte du corps et du sacrifice, Miller ne le critique pas. Il l'admire, il dessine Sparte comme un fantasme total. Un monde d'ordre, de courage, de pureté guerrière. Et l'ennemi de lui, il est défini par tout ce qui en sort. La différence, la sensualité, la faiblesse, la laideur, quoi. Les Perses sont exotiques, monstrueux, efféminés, exercer c'est un symbole de l'Orient corrompu. Tout ce que l'Occident pur doit repousser. C'est pas du récit historique, c'est du darwinisme esthétique. Et dans ce monde-là, t'as pas de place pour la nuance. Les persos féminins sont accessoires, les hommes sont des statues de chair, les autres, l'altérité, c'est des caricatures grotesques. C'est un univers sans pitié, sans humour, sans humanité. Et évidemment, lorsque Snyder est tombé sur cette BD, oui, il a vu un rêve de cinéma, et il l'a filmé sans filtre moral, comme un disciple trop zélé. Et là où il aurait pu nuancer, après c'est quelque chose dont il est incapable évidemment, il a doublé la dose. Là où Miller insinuait, Snyder il illustre, il souligne. Et donc on a deux œuvres différentes dans la forme, mais avec un fond identique. Une fascination aveugle pour la force, pour la beauté et pour la mort. Et petit bonus historique, pendant que j'y suis, parce que s'il y a bien un truc fascinant avec 300, c'est que même quand le film essaie d'être crédible, il finit quand même par raconter n'importe quoi. Si on prend les formations de combat, d'accord, parce que dans le film, les Spartiates alternent entre plusieurs styles. La phalange compacte, la percée en triangle, la charge individuelle façon ninja antique, et par moments ils peuvent combattre collés serrés bouclier contre bouclier, mais parfois ils peuvent éclater leur formation pour aller découper les Perses un par un, comme dans un beat'em up, on se croirait dans Dynasty Warriors 5. Alors visuellement c'est cool, trop cool en fait, avec les ralentis ridicules, voilà, merci Snyder. Mais historiquement, c'est du pur freestyle, du pur footrack en fait, parce que dans la réalité, les hoplites grecs, dont les Spartiates forcément, combattaient exclusivement en phalange. Donc une ligne compacte de soldats avec boucliers et lances qui vont avec, où chacun protège le flanc de son voisin. Et ce système repose justement sur la discipline collective, pas sur les exploits individuels. Et d'ailleurs, c'est un point narratif, c'est un plot point très important, puisque Léonidas se base sur cette réalité militaire pour refuser d'intégrer Ephialtès dans
dans les rangs spartiates, tout simplement parce que Ephialtès est incapable de brandir son bouclier, et donc incapable de tenir efficacement la phalange, d'accord? Mais le souci c'est que la majorité du temps, lorsque l'on voit Léonidas et ses potes se battre, bah ils sont pas en phalange. Donc d'une certaine manière, on peut comprendre pourquoi Ephialtès a le seum, parce que je veux dire, ok, il est pas capable de tenir la phalange, mais les 300 se battent à 80% du temps hors phalange, parce que, je suis désolé, mais sortir de la formation en principe, c'était juste suicidaire, quoi, et surtout, les hoplites n'étaient pas connus historiquement pour des manœuvres complexes. Leur tactique principale, bah, c'est littéralement d'avancer en bloc et de pousser l'ennemi. C'est pas très spectaculaire, mais c'est redoutablement efficace. Surtout que, bon, en principe, la bataille des Thermopyles, ça repose sur le fait d'exploiter, oui, le goulot d'étranglement de l'environnement des Thermopyles. Sauf que voilà, le film, lui, bah, il transforme tout ça en ballet tactique hyper fluide. Triangle contre la cavalerie, mur de bouclier contre les éléphants, charges héroïques dans tous les sens. Alors qu'en vrai, une armée grecque de l'époque aurait probablement été incapable de changer de formation comme ça en plein combat à la one again. C'est juste pas possible en fait. Et même chose pour l'armée perse. Dans 300, c'est une espèce de carnaval monstrueux. Bon, il y a des Perses là-dessus, y a pas de souci. Il y a aussi des Africains subsahariens, des géants, des ninjas, des créatures masquées. Enfin, une collection de tout ce qui n'est pas perse en fait. Alors ok, l'Empire perse était gigantesque et recrutait des soldats dans tout son territoire. Hérodote mentionnait d'ailleurs des dizaines de peuples différents entre les Égyptiens, les Phéniciens, les Thraces, les Libyens, les Babyloniens. Y a pas de problème. Mais cela étant dit, il me semble pas qu'il y ait eu des samouraïs orques acrobates venus d'Asie de l'Est. Hein. Excusez-moi du peu, je veux dire. L'Empire perse s'étendait certainement de la Méditerranée jusqu'à l'Asie centrale, mais pas jusqu'au Japon ni à l'Afrique subsaharienne. Faudrait quand même pas nous prendre pour des cons. Ephialtès, parce qu'il faut reparler du traître bossu du film et d'ailleurs également du comics, parce que là encore Snyder suit à la lettre le comic de Frank Miller, puisque la difformité d'Ephialtès devient un peu un symbole de sa moralité extrêmement frelatée, son corps imparfait qui trahit le fait que ce soit un traître, hein, effectivement. Sauf que dans les sources historiques, notamment chez Hérodote, Ephialtès n'est absolument pas décrit comme étant difforme, hein. Non, c'est juste un homme qui trahit les Grecs contre récompense et rien de plus. Et un autre détail assez ironique, qui cette fois concerne la question des femmes, parce que dans le film, le messager perse, qui est d'ailleurs joué par notre ami Enomaus, pour ceux qui aiment bien effectivement la série Spartacus, qui elle, contrairement à ce film de con, est extrêmement bien écrit, même si, bon, on pourrait en douter, parce que c'est vrai que quand on voit de prime abord la série Spartacus, on se dit qu'il y a beaucoup de violence, de sang numérique, et oui, de scènes sexuelles totalement gratuites un peu partout, c'est le cas, mais derrière cette apparence extrêmement putassière, si vous me le permettez, l'écriture est extrêmement solide, ce qui est pas le cas de 300, c'est-à-dire que l'apparence est très putassière dans 300, et l'écriture est complètement éclatée au sol, malheureusement. Voilà quoi. Mais bref, revenons à notre ami Enomaus, joué par Peter Mensa, évidemment. Eh bien, il est choqué dans 300, puisqu'il voit la reine Gorgo, la femme de Léonidas, parler devant les hommes, d'accord? Comme si Sparte d'ailleurs était un modèle d'égalité. Alors oui, les femmes spartiates avaient plus de droits que dans beaucoup d'autres cités grecques, mais paradoxalement, les femmes perses avaient souvent encore plus d'autonomie dans l'empire achéménide. Donc la scène censée montrer la barbarie perse et une apparente misogynie, bah c'est historiquement complètement à côté de la plaque. Enfin écoutez, comme souvent avec 300, l'histoire sert surtout de décor mythologique. La bataille des Thermopyles n'est plus un épisode complexe de stratégie antique, c'est une fresque héroïque où les Spartiates sont des super soldats super gentils et les Perses sont une armée de monstres très très méchants. Voilà, bah écoutez, c'est de la merde. Là-dessus, je pense que vous avez compris l'idée. Et en résumé, le comic 300, c'est un peu comme du vin de messe pour Snyder. Même sans le boire, il est déjà ivre du mythe. Et donc voilà, enfin je veux dire, Léonidas, avant de kicker l'histoire dans le puits, au lieu de dire This is Sparta, il aurait dû dire This is propaganda. C'est de la propagande bouchesque, post-11 septembre, voilà tout ce que c'est, et voilà tout ce que ce sera jamais. C'est un film qui me dégoûte, comme la majorité d'ailleurs de la filmographie de Snyder. Hein. Je sais que, bon, on a essayé de me prendre par le callback vis-à-vis de ma vidéo sur Watchmen, que j'ai été dur avec Snyder, mais je persiste et je signe, j'en ai rien à faire les amis, hein. Je vous dis ce que je pense. Je n'ai que du mépris pour Snyder, et je n'ai que du mépris pour sa filmographie, pour sa manière d'écrire des histoires, pour sa manière de filmer les histoires. C'est tout ce que je déteste dans la fiction, pas que dans le cinéma, mais dans la fiction en termes général. Le délire du gentil contre les méchants, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Et encore une fois, je sais que j'ai beaucoup utilisé des termes qui, en 2026, ne passent plus trop, hein, parce que maintenant l'internet c'est devenu de droite, hein, donc quand tu commences à parler de fasciste et tout ça, ouais, t'es un gauchiste, LFI, je sais pas quoi. Encore une fois, dans Legend of Galactic Heroes, on montre la monarchie, l'autocratie et le Reich galactique comme n'étant pas des méchants totaux, et moi ça me va parfaitement. Moi, tout ce qui m'intéresse, d'accord, c'est la nuance et montrer des oppositions matures, pas avec les gentils, pas avec les méchants. Genre par exemple, montrer des films avec les gentils démocrates d'un côté et les méchants fascistes de l'autre, ça ne m'intéresserait pas plus que ça, en fait. Donc voilà, je sais dans les commentaires, on va m'attraper par le callback en disant que oui, vas-y, retourne chez Mélenchon, allez vous faire foutre les gars. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Si vous n'êtes pas capable d'être un peu mature et de prendre un peu de recul derrière tout ça, et pas juste de hurler ouais c'est woke, c'est woke, c'est woke, allez vous faire champouiller. Alors, comme
comme je viens de le dire, Watchmen version Snyder, c'est l'équivalent de quelqu'un qui t'offre une reproduction parfaite de la Joconde, sauf que bon, elle louche et qu'il y a des flammes derrière. C'est-à-dire que le film se vend comme fidèle à la BD, entre gros guillemets, mais c'est une fidélité de taxidermiste. C'est-à-dire que t'as le même corps, ok, t'as les mêmes couleurs aussi, mais bon, tout ce qui respirait est mort depuis Mathusalem. Parce que Zack, lui, il s'est pointé avec son manuel de cinéma, un peu comme un élève modèle, en mode non mais regardez, j'ai tout recopié. Alors ouais, frérot, mais bon, quand t'adaptes une œuvre visuelle et littéraire, t'es censé la traduire, pas la photocopier. C'est-à-dire que il a pris, comme je l'ai déjà dit, chaque case d'Alan Moore et l'a filmé comme si le spectateur allait se lever pour applaudir à chaque plan. Et justement, lorsque l'on parle de Snyder, il faut parler forcément de la grande passion Snyder, c'est-à-dire le ralenti. Et le mec en a mis littéralement partout. Dans les coups de poing, dans les boutons qui tombent, dans les cendres qui volent. Voilà, on dirait qu'il a peur que le spectateur cligne des yeux, quoi. C'est pas du style, c'est de la merde. D'autant plus que dans la BD, les cases ont un certain rythme. Tu choisis où tu t'arrêtes, tu respires entre deux bulles, enfin je veux dire, c'est du Alan Moore, quoi. Sauf que dans le film, t'as juste Snyder qui décide que chaque geste mérite sa propre minute de silence. Même une chute d'escalier devient un enterrement militaire. Et le plus absurde, c'est que le mec garde mot pour mot certaines répliques du comics, sans forcément comprendre qu'elles ne fonctionnent pas à l'écran. Et tout ça baigne dans une lumière tellement sombre qu'on se demande si Snyder a un contrat avec EDF. Je veux dire, la BD, elle utilisait la couleur comme un langage. Des jaunes acides, des rouges maladifs, des bleus de cauchemar. Sauf que le film, c'est 3 heures de gris foncé. Même Dr Manhattan, censé briller comme une divinité atomique, il a l'air d'un écran de veille en dépression. Et donc, en résumé, ce qu'on a eu à la place d'une adaptation, c'est un cosplay géant. Tout est là sauf l'âme. Snyder filme Watchmen comme on récite une prière sans croire en quoi que ce soit, avec beaucoup d'applications, mais sans passion, quoi. Il pense faire du sacré, mais il fait juste du sacrilège. Mais avec politesse. Et donc, on vient de le voir, Snyder a pris Watchmen comme un livre sacré, sauf qu'il a confondu déconstruction morale avec éveil de style, parce que, encore une fois, je le répète, le comic c'est une dissection de l'héroïsme, sauf que le film, c'est un défilé de mode apocalyptique. Alan Moore voulait qu'on se demande, à la suite de ce comic, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passerait vraiment si les super-héros existaient vraiment. Sauf que Snyder, lui, c'est pas exactement cette question qu'il voudrait qu'on se pose. Non, la question qu'il voudrait qu'on se demande, c'est, et si les super-héros avaient des abdos en 8K? Voilà. C'est la question qu'il nous pose. Et la réponse, je suis pas certain de l'avoir. Parce que dans la BD, chaque personnage est censé représenter un concept. C'est-à-dire que Rorschach, par exemple, c'est de la psychose morale, poussée jusqu'au fanatisme. Dr Manhattan, c'est une divinité qui s'ennuie. Ozymandias, c'est de la mégalomanie maquillée en sauveur. Et le spectre soyeux, c'est la question du désir, du rôle de la femme dans un monde de mecs traumatisés, etc., etc., etc. Sauf que bon, dans le film déjà, voilà, elle devient juste la caution sexy du désespoir. Elle parle moins, elle pense moins, elle se bat en talons, enfin voilà, elle a le charisme d'une pub de parfum triste, et tout le reste des persos d'ailleurs ont été complètement massacrés. Parce qu'en fait, Snyder regarde ces personnages comme des figurines articulées, il les comprend pas et il les pose. Il croit qu'en ralentissant leurs gestes, il va leur donner un poids, alors qu'en vrai, il les a juste transformés en statues de cire. Et le plus ironique, c'est que, ok, Rorschach est cool dans son film. Sauf que, encore une fois, je tiens à le dire pour ceux qui l'auraient peut-être pas compris, Rorschach dans la BD, c'est le type qui est censé être une critique du justicier fasciste. C'est pas un héros badass, mais après bon, voilà, on connaît Snyder, de toute façon. Pour lui, la nuance, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui existe dans la timeline. Encore une fois, Rorschach, c'est un monstre tragique dans la BD, sauf que dans le film, voilà, c'est un t-shirt à 30 balles à Zara, quoi, c'est tout ce qu'il est, quoi. Et le pire, c'est cette violence stylisée, c'est-à-dire que Alan Moore te montrait la brutalité pour te faire honte de la trouver excitante. Sauf que Snyder, lui, il la filme pour que tu la trouves classe. Et quand quelqu'un se fait éclater le crâne, il y a de la musique héroïque, un petit ralenti, une petite contre-plongée sympa. Et t'as envie de dire, non mais Zack, frérot, comment dire, c'est censé être une critique, c'est pas un tuto de Mortal Kombat. Watchmen. Et tout ça s'ajoute à un problème fondamental. Le mec ne comprend pas le ton. Je l'ai dit 40 fois, mais je vais le redire encore 40 fois de cette vidéo. C'est-à-dire que le comic joue sur le malaise. Les héros, au lieu d'être extraordinaires, ils sont pathétiques, ils sont ridicules, ils sont dépassés. Et c'est important. Sauf que Snyder, lui, il veut qu'ils soient stylés. Mais alors, dans ce cas-là, où se trouve la déconstruction? C'est comme si quelqu'un adaptait Taxi Driver en spin-off de Fast and Furious. Ça n'a aucun sens. C'est ouais, You Talking to Me, mais avec du dubstep derrière. J'en perds mon latin, j'en perds mes mots. Et c'est là qu'on sent toute la tragédie snyderienne. Le mec aime beaucoup la BD, mais il comprend pas la BD. Il pense que Watchmen, c'est juste une glorification sombre d'un super-héros torturé, alors que c'est une autopsie morale du concept même de super-héros. Il filme la blessure comme un tatouage, alors que c'est censé saigner. Si je devais faire, un parallèle entre le Watchmen de Snyder, ce serait avec le Silent Hill de Christophe Gans. Pour moi, c'est la même chose. Donc, on a deux gars qui ont beaucoup aimé une œuvre qui, en réalité, est vraiment super sympa et déconstruit beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est des œuvres que j'apprécie tout particulièrement. Évidemment, pour moi, Silent Hill 2 peut-être un peu plus que Watchmen, mais
Watchmen, j'aime beaucoup quand même. De toute façon, j'aime bien Alan Moore en termes général, hein. Là-dessus, y a pas de souci. Voilà, on a beau m'appeler Yaji les Gris, Alan Moore, c'est une valeur sûre. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais toujours est-il que, bon, ces deux-là n'ont juste pas compris les œuvres qu'ils adaptaient, quoi. Enfin, je veux dire, bon, pour Christophe Gans, j'ai déjà sorti une vidéo il y a pas très longtemps pour cracher sur tous les Silent Hill sortis au cinéma, mais très honnêtement, à partir du moment où tu vois, Pyramid Head débarquer dans une adaptation du premier Silent Hill, c'est-à-dire qu'il n'y a pas James Sunderland dans le coin, alors que, justement, Pyramid Head est censé représenter la culpabilité et les défauts en termes général de James Sunderland, ça veut dire que, voilà, Christophe Gans n'a pas compris Silent Hill, il a profondément pas compris, voilà, c'est Silent Hill 2 points, pas compris. Donc voilà, et c'est la même chose malheureusement avec Watchmen, je suis désolé quoi. C'est-à-dire que voilà, Zack on le comprend, on le connaît, il aime les ralentis métaphysiques, il aime voilà les gentils contre les méchants, les divinités, nanani nana, il y a pas de problème, ok Zack, on comprend, d'accord. Mais Watchmen, il faut vraiment que tu le comprennes Zack, c'est pas une église, c'est une dissection apocryphe et voilà quoi, c'est une déconstruction, tu comprends? Sauf que toi, Zack, t'as mis du vernis sur un cadavre, et c'est pas ce que t'es censé faire avec un cadavre, en fait. Le cadavre, tu lui fais une autopsie, tu vas pas commencer à lui mettre une perruque et à essayer de le faire danser sur le dance floor. Bah écoutez, je ne comprends pas, j'en perds mon latin, mais bon, voilà, il faut continuer à critiquer cette abomination. Bon, s'il y a bien un truc qui a bien marqué les gens dans Watchmen, et c'est l'un des éléments dont on parle le plus lorsqu'on parle de Watchmen, évidemment, là il va s'agir de la fin. C'est un peu le clou du spectacle dans la BD et le clou du cercueil dans le film, parce que, encore une fois, dans la BD, dans le comics, c'est censé t'exploser la cervelle, mais sans le moindre bruit. Mais bon, Snyder a transformé tout ça en feu d'artifice philosophico-martial, quoi. Dans le comic, Alan Moore te construit un crescendo cérébral. Tout converge vers Ozymandias, d'accord? Le type le plus brillant et le plus froid du monde, d'accord? Qui t'explique que son plan d'apocalypse tranquille, posé et limite blasé, bah c'est ce qu'il faut, quoi. Le gars, il est tranquille. Et quand les héros déboulent sur place pour l'arrêter, persuadés qu'ils vont sauver le monde, bah lui, il lâche la réplique que vous connaissez tous, évidemment, qui tue tout le mythe du héros triomphant. En gros, et je le répète pas verbatim, voilà, est-ce que vous pensiez vraiment que je me casserais la tête et vous expliquer mon plan si je l'avais pas déjà, mis en branle il y a 35 minutes de cela, quoi. Et c'est trop bien, quoi. Il y a pas de ralenti, il y a pas de combat, juste la stupeur. C'est une claque existentielle, le mal a gagné, mais pour le bien commun. C'est pas un twist, c'est un uppercut moral. Même si j'en parle pas beaucoup, mais bon, pour moi c'est une évidence. Ce que j'aime particulièrement dans les fins, en termes généraux dans la fiction, c'est les fins bittersweet, les fins douce amère, les fins où, clairement, il y a pas de réponse clé en main qu'on te donne. Avec Watchmen, la BD, tu fermes la BD à la fin après que tu l'aies lu et tu restes là un peu à contempler ton vide intérieur. Tu n'as pas de réponse. Est-ce que Ozymandias a eu raison ou est-ce qu'il a eu tort? Certains vont dire oui, certains vont dire non. C'est le meilleur type de fin. Il n'y a pas de réponse claire, nette et précise. Il n'y a pas de ouais, les gentils ont gagné ou les méchants ont gagné. Non, tu sais pas en fait. Tu sais pas, c'est comme dans la vraie vie, quoi, tu sais pas. Et Snyder, malheureusement, ce qu'il en fait, c'est une grosse baston, hein, avec chorégraphie, décor en ruine, saut de ninja et synthé, derrière, quoi. Ozymandias devient un méchant de Marvel sous stéroïdes, et Dr Manhattan fait des effets de lumière comme une boule disco, et bon, bah voilà. Écoutez, la phrase légendaire est toujours là, mais elle sort au milieu d'un échange de coups et de punchlines digne d'un mauvais thriller, quoi. Et le moment qui devait te glacer est devenu un climax de blockbuster. Dans la BD, encore une fois, c'était une défaite silencieuse de l'humanité, sauf que dans le film, bah oui, c'est du grand spectacle, quoi. Snyder a pris un point d'interrogation métaphysique et il l'a transformé en point d'exclamation lumineux. Et le pire, c'est la dernière réplique, le fameux « Nothing ever ends ». Dans la BD, c'est une bombe, en fait, mais une bombe narrative et morale. La paix obtenue par le mensonge n'est qu'un sursis, sauf que dans le film, c'est une citation kawaii, quoi, une citation mignonne, balancée entre deux regards langoureux, quoi. Tu passes de « La condition humaine est un cycle tragique d'illusions » à « Hey baby, tout ira bien tant que je suis quoi fort ». Voilà, qu'est-ce que c'est que cette adaptation? Et là, comment dire, on touche du doigt et même du bout de l'ongle tout le problème de Snyder, vraiment. Il veut faire du symbolique, mais il sait pas raconter autre chose que du spectaculaire. Enfin, chez Moore, chaque silence pèse une tonne. Sauf que chez Snyder, il y a pas de silence, le mec il a peur du silence. Tout est comblé par soit une explosion, soit une musique, soit un ralenti. Il comprend pas que le poids d'une idée, ça vient pas de la caméra, mais ça vient du sens, en fait. La fin de Watchmen, c'était censé être une descente vertigineuse dans la morale et la responsabilité. Sauf que chez Snyder, c'est un saut de l'ange dans une piscine de pixels, quoi. Bon, bah, c'est un peu triste. Et c'est ça, Watchmen version Snyder. C'est un peu comme regarder un type lire de la poésie avec un mégaphone, c'est-à-dire que, ok, l'effort est là, il a du souffle, il y a de la conviction,
mais il y a aussi le mégaphone. Et tout ce qui devait être subtil devient malheureusement assourdissant. Parce que au fond, le plus déroutant dans cette adaptation, c'est pas qu'elle soit ratée, c'est qu'elle soit ratée avec amour. C'est-à-dire que Snyder, et ça à la limite on peut bien le lui donner, c'est pas un cynique du tout, quoi. Et d'ailleurs j'en avais parlé lors de ma vidéo, effectivement, sur son Superman, et son opposition avec Joss Whedon, parce que Joss Whedon, lui, c'est quelqu'un, effectivement, qui a beaucoup de second degré, beaucoup de cynisme, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je suis pas forcément un énorme fan de Marvel, ça, je pense que vous l'aurez compris. Mais bon, l'écriture de Joss Whedon peut être sympathique une fois de temps en temps. Je veux dire, c'est un mec qui se prend pas forcément au sérieux, et puis il a écrit des trucs sympas. Je veux dire, Buffy contre les vampires, Astonishing X-Men, le comic. Je veux dire, il a écrit des trucs sympathiques. Son écriture peut être marrante et tout. Bon, elle peut être cringe, évidemment. Bon, son Justice League est absolument abominable, mais bon, je peux apprécier certaines œuvres de Joss Whedon. Là-dessus, il y a pas de problème. Par contre, Snyder, je ne peux pas l'apprécier. Je peux pas l'apprécier parce que, et c'est bien, c'est pas un mec cynique, mais en fait, c'est un enfant. En fait, c'est un enfant, c'est un gosse sincère. Là-dessus, il est très sincère. Il n'y a pas du tout de cynisme dans ses œuvres, il n'y a pas du tout de second degré et tout ça, mais enfin, c'est immature. Voilà, c'est très immature. C'est un type qui est immature, je suis désolé. Ses œuvres sont totalement et abominablement immatures. Voilà, c'est un mec, il croit vraiment ce qu'il fait, mais comment dire, il lit tout de travers, il comprend tout de travers. L'écriture d'Alan Moore, et surtout sur Watchmen, c'est censé, raconter la faillite morale du héros avec un grand H. C'est censé parler de la complexité du monde, du fait que, oui, dans les comics, généralement, il y a le gentil super-héros et le méchant super-vilain, mais dans la vie, si on devait transposer un pour un les super-héros des comics dans notre réalité, le truc c'est que généralement dans notre réalité, bon, la ligne entre le bien et le mal est pas forcément ultra claire, contrairement à ce qui se passe dans les comics, quoi. Watchmen de Alan Moore, c'est censé parler de la fin du mythe du super-héros, quoi. C'est un peu l'équivalent comique du film de Eastwood, Unforgiven, qui est censé être la même chose, mais pour les westerns, d'accord. C'est censé montrer que, quand on voit dans les westerns américains les gentils cow-boys contre les méchants cow-boys ou les méchants indiens, dans Unforgiven, dans Impitoyable, c'est pas du tout ça, quoi. Voilà, y a pas de gentils, y a pas de méchants, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus sale, y a pas de je tire sur les méchants et tout se passe bien, non. Dans Unforgiven, voilà, tu tires sur les méchants, ils sont dans les toilettes en train de chier, et tu finis par chialer parce que tu te rends compte que tu viens de détruire une vie juste en appuyant sur une gâchette, et tu finis par te bourrer la gueule à coups de whisky, quoi. Bon, c'est ça Unforgiven, c'est censé te montrer ce qui se passerait vraiment si on transposait les westerns, et même les westerns spaghetti aussi, qui sont eux-mêmes une déconstruction, mais là ça déconstruit tellement tout Impitoyable que voilà, ça déconstruit la base et la déconstruction. Voilà, donc si tu transposais tous les westerns dans la vraie vie, ça donnerait Unforgiven, quoi. Bon, et c'est la même chose avec Watchmen, quoi, sauf que bon, là il s'agit pas de déconstruire le western, il s'agit de déconstruire les super-héros et le mythe du super-héros. Sauf que Snyder n'a pas compris ça. Snyder, lui, ce qu'il nous a fait, c'est qu'il a filmé des hommes musclés au ralenti. Voilà, tout simplement. Ça veut dire que Alan Moore dissèque le rêve américain et le mythe du super-héros, tandis que Snyder, lui, il met tout ça en costume moulant et il se tape des hugs dessus. Je suis vraiment désolé d'être ordurier, mais c'est ça, quoi. Et au final, ce serait presque touchant si j'avais pas le Sam Control B. C'est-à-dire que Snyder veut rendre, et voulait rendre avec son film, hommage à une œuvre qui dit clairement que l'héroïsme, ça n'existe pas. Sauf que, ce faisant, il en a fait une pub pour l'héroïsme stylé. Enfin, c'est le genre de contresens qui, en principe, ne peut pas exister. Et pourtant, ça existe sous nos yeux ébahis, quoi. Parce qu'à force d'essayer d'être fidèle à Watchmen, il montre justement ce qu'il n'a pas compris de Snyder. Watchmen, c'est pas une histoire sur des divinités, c'est une histoire sur des gens, en fait. Et c'est pour ça que le film divise autant. C'est pour ça que le film est aussi éclaté au sol. C'est pour ça que le film est aussi dégueulasse. C'est pour ça que le film est aussi dégoûtant. C'est pour ça que le film est aussi mauvais. C'est pour ça que le film est aussi vomitif. C'est pas possible. C'est comme voir un mec repeindre la chapelle Sixtine en vert fluo. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, en fait. Il a pris l'une des plus grandes bandes dessinées de tous les temps et il l'a transformée en un monument à sa propre connerie, à sa propre incompréhension. Je sais pas. Vraiment, Zack Snyder, et je pense que c'est la dernière fois que je parlerai de ses films, en tout cas pas après un long moment, parce qu'il faut vraiment que je me repose là, parce que parler de Snyder pour moi c'est un déchirement, tellement le mec qui est éclaté au sol, quoi. C'est un déchirement, quoi, un déchirement. Vraiment, si je devais pas mettre la daronne à l'abri, j'en parlerais pas, quoi. Ce type-là, c'est le Don Quichotte du blockbuster. Il fonce sabre au clair contre des moulins à concept, persuadé que, oui, il chevauche un pur sang métaphysique alors qu'il chevauche juste un mulet complètement teubé. Il te parle d'humanité, mais il filme des statues. Il te promet la profondeur, mais il te vend des ralentis. Chez lui, la morale, c'est un filtre bleuté, et la tragédie, elle a des pectoraux. Et dans son film Watchmen, tout y est sauf la lecture. Ce film, c'est un dictionnaire, sauf qu'il n'y a pas de grammaire. Il aligne les bons mots, les bons gestes, mais il n'y a pas la syntaxe émotionnelle et la syntaxe du sens, la syntaxe sémantique qu'il faudrait, quoi.
Oh là 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 là. Et au final, et c'est ça qui est terrible, c'est ça qui est tragique, quoi. Watchmen est devenu exactement ce que Moore dénonçait jadis, quoi. C'est-à-dire que le film Watchmen présente un monde où le symbole a bouffé le sens, où le masque est plus important que le visage qui est en dessous. Snyder, c'est plus ou moins Ozymandias, sauf qu'il a pas de cerveau. C'est-à-dire qu'il est persuadé de sauver le mythe du super-héros, sauf qu'il l'explose par maladresse. Et c'est là où, paradoxalement, le film peut devenir éventuellement intéressant. Pas pour moi, parce qu'il est beaucoup trop douloureux dans sa connerie totale et congénitale pour devenir intéressant, mais le film peut devenir intéressant d'une certaine manière, parce que il incarne, malgré lui, le film, le sujet du comique, mais vraiment malgré lui et par hasard. C'est-à-dire que Snyder, c'est le mec convaincu de faire le bien, c'est-à-dire en adaptant un super comics, sauf qu'il détruit tout ce qui touche en croyant mieux savoir que les autres. Snyder, c'est le Watchmen de Watchmen. C'est un truc de dingue. Vraiment, ce mec-là, je le déteste tellement. Qu'est-ce que je déteste Zack Snyder? Vraiment, quoi, c'est... Ce gars-là croit dur comme fer que la gravité, c'est juste un effet de montage. Que l'émotion, ça se mesure en FPS. Le mec pourrait filmer une vieille qui traverse la rue, il pourrait la ralentir en 0,25, avec une chorale en fond, juste pour qu'on sente le poids métaphysique du passage péton. C'est pas un réalisateur, c'est un prêtre du ralenti. Son église, c'est un temple de pixels où les explosions remplacent les prières. Et ses fidèles, c'est des gens persuadés qu'un film devient profond quand tout le monde fait la gueule sous la pluie. Vraiment, quoi, c'est écrasé sur le bitume. En fait, c'est presque attendrissant, c'est-à-dire que le gars croit que tout peut être épique, que tout mérite des éclairs, des ralentis, des symboles, des hommes torse nus face au destin. Mais Watchmen, c'est pas ça. Watchmen, c'est un monde qui dit, écoute, non, on n'est pas des héros, on est juste des gens paumés, violents, qui nous mentons à nous-mêmes pour supporter, en fait, la vie, tout simplement. Sauf que Snyder, lui, au lieu d'écouter tout ça, bah, il répond, ouais, bah, y a pas de souci, on va faire ça, mais en 4K HDR. Alors, retour en 2010, donc on a la Warner Bros. Qui est dans un état que même la Ligue de Justiciers ne pourrait pas réparer. The Dark Knight a mis la barre si haut de ce cher Nolan, hein, sur lequel je pisse également, que tout ce qui a suivi, bah oui, bah ça ressemble à un téléfilm du dimanche. Et Superman Returns, censé faire revivre la légende, a surtout réussi à ressusciter l'indifférence totale, hein. J'en ai parlé lors de ma dernière vidéo sur Superman. C'est un film qui est trop sage, qui est trop poli, trop costume-cravate, pour une époque où les super-héros faisaient des blagues en plein combat. Et donc, bah à partir de là, oui, bah personne ne peut croire en Superman, même pas son studio. Et c'est là que débarque Christopher Nolan, hein, comme vous le savez. Il était déjà là avec The Dark Knight et The Dark Knight Rises, bien entendu, mais en tout cas il est là, et la Warner se dit, écoute, si il sait faire du succès existentiel ce schlag-là, bah on va lui confier Superman. Bon, le problème c'est que Nolan refuse de réaliser, mais il accepte de produire, et son nom deviendra assez rapidement le vernis de crédibilité du projet. Et pour diriger la bête, bah on va appeler Zack Snyder, le plus grand fumiste de l'histoire d'Hollywood, l'homme qui transforme chaque image en vitrail d'église, mais le tout sur fond de tempête. Et avec David Goyer au scénario, bah oui, ils se mettent d'accord sur un concept. Et si Superman n'était pas un mec gentil en collant, mais une entité quasi divine que l'humanité regarde avec méfiance, et qu'en plus il serait sous antidépresseur, et qu'on le filme avec un filtre gris. Donc grosso modo, le concept du film c'est voilà, on va prendre Clark Kent et on va le traiter comme si c'était E.T. Sauf que cette fois c'est lui qui veut faire exploser la planète. Et à partir de là, bah ce fut parti. Man of Steel sorti en 2013. Alors, pendant les 30 premières minutes, bon, t'as l'impression d'être coincé dans un opéra de science-fiction, hein. Krypton ressemble à un mélange entre un aquarium géant et un concert de métal symphonique. Russell Crowe, Maximus s'il en est, chevauche des dragons numériques, tire au laser et déclame des phrases grandiloquentes sur le destin. On dirait qu'il est à 2 secondes de sortir une guitare électrique, c'est assez ridicule. Puis changement de décor. Clark erre sur Terre, il fait des petits boulots, il aide des gens en secret, et surtout, bah, il regarde beaucoup au loin. Le mec passe la moitié du film à contempler des paysages enneigés avec la gravité d'un moine tibétain en crise de foi. Chaque plan semble dire, écoutez, non mais, oui c'est beau, mais regardez comme il est dark, hein, et quel prix il va devoir payer. Le problème c'est que Snyder veut que tout ait du sens, tout le temps, même quand Clark met une chemise. Et puis évidemment, voilà, arrive Zod, hein, le général au regard de hyène, joué par Michael Shannon, seul acteur du film à avoir compris que, à défaut d'avoir un bon film, bon bah écoutez, autant y aller à fond. Donc il hurle, il menace, il veut terraformer la Terre, c'est-à-dire en faire une Krypton 2.0, et c'est là que Superman devient enfin le Superman de Snyder, c'est-à-dire un missile habillé, parce que la bataille finale c'est Transformers sous calmant. Les immeubles tombent, il y a des explosions sans aucune pause, le décor fond littéralement sous la caméra. Alors on est censé être ébloui, mais au bout d'un moment t'as juste envie de demander, non mais, et les mecs qui vivent dans la ville et les gens là-dedans, je veux dire, Superman n'est pas censé les protéger? Évidemment, Snyder, bah lui, il se pose même pas la question, je veux dire, il filme la destruction comme une fresque biblique. C'est beau parce que c'est énorme, le mec a un QI négatif, il a frotté 2-3 neurones et c'est bon, voilà, Superman, il casse des gracières. Tu sens que le mec, bon, faudrait déjà qu'il apprenne à fermer la bouche pour pas baver, hein. Tu sens que le type a pas forcément la lumière à tous les étages, et donc l'émotion, bah elle est noyée entre 2 gratte-ciel pulvérisés. Et quand Clark finit par tuer Zod, parce qu'évidemment, c'est normal, un geste censé marquer une rupture
ascenseur moral, bah la scène tombe à plat. Pas parce que c'est choquant, mais parce qu'on n'a même pas eu le temps de ressortir quoi que ce soit avant. Snyder confond toujours, et c'est le problème avec cette couille de loup là, il confond toujours le poids symbolique avec le poids du bruit. Il croit que si quelque chose est fort visuellement, bah ça devient profond. Sauf que spoiler, mon petit Zakinet, bah non, en fait, voilà, je te spoil la fin de la saison, non. Alors Henry Cavill, évidemment, vous le savez, très bon acteur s'il en est, qui campe Clark Kent, bah il fait ce qu'il peut, il a la mâchoire d'un héros grec et la diction d'un GPS, et son Superman est impeccable de l'extérieur. Voilà, si tu le regardes de dos, durant une nuit sans lune, voilà, avec du brouillard et l'œil à moitié arraché. Mais bon, le problème c'est que dès que tu commences à te rapprocher, tu te rends compte qu'il est totalement fermé de l'intérieur. C'est un personnage qui souffre en silence. Et d'ailleurs, je me suis demandé parfois si cette souffrance ne vient pas justement parce que le mec comprend pas ce qu'il fout là. Il a ni la chaleur d'un sauveur, ni l'humour d'un humain, et il est coincé entre la statue et le sermon. Et pourtant, à l'époque, bah beaucoup y ont cru. Je veux dire, Man of Steel avait cette allure du cinéma adulte du super-héros. Voilà, la mise en scène était sérieuse, les combats étaient puissants et la musique te plaquait un peu au siège. C'était du blockbuster premium, sauf que sous le vernis, bah le fond restait bancal. C'est juste un film qui parle d'humanité sans jamais la montrer, qui veut rendre le mythe de Superman crédible, mais qui oublie de le rendre aimable. Et donc à la fin, bah on a Snyder qui a réussi l'exploit de relancer Superman tout en effaçant tout ce qui faisait de lui Superman. Il y a pas de légèreté, il y a pas d'émerveillement, il y a pas de confiance, il y a pas de chaleur. Je veux dire, Superman, quoi qu'on puisse en dire, ça je pense que tous ceux qui ont vu les différentes séries animées de Paul Dini et Bruce Timm autour du Superman, que ce soit le Superman de 96 ou toutes les séries Justice League et Justice League Unlimited, et ben voilà, ce Superman là montre le véritable Superman, c'est-à-dire un Superman plein d'espoir, qui certes, attention, n'est pas parfait, hein, c'est pas le Boy Scout total. De toute manière, si jamais ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo il y a très longtemps, mais je trouve que cette vidéo est vraiment tout à fait sympathique, où je parle de mes 3 épisodes préférés de la série Justice League, et je parle beaucoup de Superman dans cette vidéo. Donc voilà, d'ailleurs, pour ceux qui disent que je suis un mec aigri, je le suis, mais il m'arrive d'aimer les choses, et j'aime beaucoup Justice League, et on voit vraiment Superman dans toute sa palette, dans toute sa range. C'est pas juste un Boy Scout, mais c'est pas juste un mec emo, un mec trop dark, voilà, qui pose en regardant le paysage avec un regard triste et du Lexomil dans les veines. C'est un personnage qui est multidimensionnel, qui a un côté sombre certes, mais qui est tout de même un symbole d'espoir avant tout. Sauf que le problème, c'est que le Superman de Zack Snyder, bah, c'est juste un alien triste dans un monde gris. Et nous, bah, on sait plus trop si on vient de voir une origin story ou un enterrement. Et pourtant, la Warner, effectivement, le studio qui a produit évidemment tout ça, vous le savez, et qui possède le DC Universe dans sa grande sagesse, bah, il a pas vu le problème. Et au lieu de se dire, bon, écoutez, on va tout construire doucement et on va rattraper le MCU petit à petit avec le temps, bah, ils ont décidé de doubler la mise. Voilà, allez, let's go, c'est parti. On embraye directement sur le DCU, on ajoute Batman, on ajoute Wonder Woman, on ajoute Flash, tout le monde en même temps, let's go, on s'en bat les couilles. Et alors que le premier film déjà il titube bien comme il faut, franchement, il avait pas besoin de ça et justement, bah on va en parler de la suite. Batman vs Superman, ça va saigner les amis. Donc, retour en 2013, durant la Comic-Con. Alors le public est surexcité, les lumières se tamisent, et la Warner, bah oui, balance la bombe. Batman versus Superman est en chantier. Le titre sonne comme un combat d'ego entre deux divinités, mais bon, en réalité, c'est surtout une réunion de crise entre un studio paniqué et un réalisateur persuadé d'être en train de réécrire la genèse. Alors que le mec, malheureusement, a le QI, bon voilà, d'un dessous de verre. Après, bon, l'idée sur le papier peut paraître excitante. Superman vient de raser Metropolis pour sauver le monde, en en tuant quelques milliers, c'est sympa. Batman en a marre de ce touriste extraterrestre qui détruit les immeubles comme des dominos, et Lex Luthor va jouer les marionnettistes du chaos. Donc tout est prêt pour un espèce de duel moral entre la peur et l'espoir, l'humain et le divin. Sauf qu'en pratique, voilà, c'est un film qui a la gravité d'un traité de psychanalyse et la subtilité d'un camion de déménagement lancé à pleine vitesse en direction d'une garderie. Donc déjà, Ben Affleck débarque en Bruce Wayne, donc un Batman massif, fatigué et traumatisé. Donc jusque-là, tout va bien. Il incarne un Batman brisé, un Batman presque nihiliste, voilà. Bon, clairement, le Batman de The Dark Knight Returns, ok? Sauf que le problème, c'est que le réalisateur de ce film, je sais pas si vous connaissez, c'est un mec qui s'appelle Zack Snyder, je sais pas si je vous en ai parlé, c'est que bah il sait pas trop quoi faire de cette noirceur, donc bah il la transforme en carnage. Donc ce Batman là, bah il capture pas les criminels, il les carbonise, voilà, il les déboîte, il les écrase avec sa Batmobile, il laisse derrière lui un décor de guerre civile. En gros, c'est plus vraiment Batman, en fait c'est le Punisher, qui aurait trouvé la Batcave par erreur, quoi, je sais pas comment le décrire autrement. Et en face, bah Superman n'est toujours pas mieux servi, toujours aussi stoïque, toujours aussi distant. Voilà, bah écoutez, est-ce que c'est Superman ou est-ce que c'est Madara Uchiwa? Je ne sais pas. En tout cas, Henry Cavill continue de traverser le film avec le même regard que quelqu'un qui vient d'oublier le code de son casier, et il n'y a aucune différence entre son Clark Kent, son Superman, et une statue du musée Grévin. Les scènes censées exprimer sa douleur ressemblent à des pubs pour eau minérale dramatique. Et au milieu de ce duel philosophico-catastrophique, bah oui, on a Lex Luthor, donc campé par Jesse Eisenberg, qui a visiblement peut-être échangé son script avec Heath Ledger, je sais pas. Écoutez,
il pensait qu'il devait jouer le Joker. Il ne faut pas lui en vouloir. Et en plus, il joue le Joker après avoir bu 3 Red Bull, quoi. C'est un truc de fou. Et après avoir regardé un épisode de The Big Bang Theory. Le mec saute, il bredouille, il rit sans raison. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? Si Gene Hackman voyait ça, il appellerait la police. Et pourtant, Gene Hackman, c'était pas forcément le meilleur Lex Luthor de la Terre. Attention, Gene Hackman est un acteur absolument extraordinaire. Mais bon, j'en ai déjà parlé, voilà. Son Lex Luthor, il est pas si fou que ça, quoi. Mais évidemment, le vrai drame de ce film, c'est le scénario. Le film s'appelle Batman vs Superman, d'accord? Mais leur combat dure 10 minutes. Et bon, ça se termine sur El Famoso Martha. Est-ce que c'est le plus grand mème de l'histoire du cinéma? Je ne sais pas. C'est-à-dire que voilà, c'est l'instant où deux icônes se découvrent une passion commune pour les prénoms maternels. Donc évidemment, on va me reprendre par le callback pour me dire mais non, mais en fait, vu qu'ils ont tous les deux la même mère, ils se rendent compte qu'en réalité, tous les deux sont humains et qu'ils sont plus proches, qu'ils se ressemblent beaucoup plus l'un l'autre, qu'ils voulaient bien le croire au début. Oui, si vous voulez, d'accord. Révélation symbolique sur l'empathie, sur l'humanité partagée. Il n'y a pas de souci, on a compris, hein. On a très très bien compris, on n'est pas con, hein, d'accord? Sauf qu'évidemment qu'en pratique, tout le monde a éclaté de rire dans la salle. Comment tu peux prendre ça au sérieux? Je veux dire, sur le papier, ça peut être intéressant. C'est juste que dans l'exécution, c'est ridicule. On a deux cons qui se tapent dessus pendant 10 minutes, et à la fin, quand ils se rendent compte que leur daronne ont le même blaze, oui, bah finalement, bah, je vais pas te tuer. Ça n'a aucun sens. La symbolique est évidente, hein, parce que bien souvent, les mecs qui vont te reprendre par le callback quand tu te moques de cette scène-là, ils vont te dire non, mais t'as pas compris. Non, mais est-ce qu'il serait possible peut-être qu'on ait compris, mais qu'on trouve quand même ça ridicule? C'est pas possible ça? Est-ce que c'est possible? Bah je vous le dis, c'est possible. Et d'ailleurs, c'est exactement le cas. Excusez-moi. Et au-delà de ça, et le souci avec les films de Zack Snyder, c'est qu'il se prend trop au sérieux. Et à la limite, ok, il était pas obligé de faire du MCU, il était pas obligé de faire du Joss Whedon, d'ailleurs Joss Whedon on en parlera un peu plus tard, il était pas obligé de faire des films un peu comme Thor ou des films Deadpool, des films qui se prennent jamais au sérieux. Là-dessus, y a pas de souci. Mais il s'agirait peut-être de doser un peu, parce qu'à chaque fois que Superman et Batman apparaissent, la caméra les filme comme si c'était des miracles vivants. La musique se met à pleurer, la lumière dramatise, et nous on commence à chercher discrètement notre téléphone, parce que ça nous fait chier en fait. C'est pas Dawn of Justice, c'est le crépuscule des idoles, c'est le crépuscule du sens. Et comme si tout ça ne suffisait pas, bah le film décide de tuer Superman. Eh oui, dès son deuxième film, hein. Héros encore inconnu, dans un monde qu'il n'aime pas, avec quasiment aucun lien humain, et bam, sacrifice christique. Il aurait fallu faire ça au bout du deuxième ou troisième film, c'est un truc de fou. Donc Snyder a voulu refaire la Passion du Christ, version blockbuster, sans la phase, faut quand même qu'on s'y attache. Parce que bon, moi je crache sur le MCU matin, midi, soir, mais lorsque, à la fin de Endgame, Iron Man se sacrifie, il y a quand même une note d'intention. Enfin, je veux dire, tu comprends pourquoi c'est censé nous toucher. Parce que Tony Stark, on le suit depuis quand même pas mal de films. Sauf que là, bah, évidemment que la mort ne peut toucher personne. Même les persos du film semblent être émus par politesse. Enfin, je suis vraiment désolé, quoi. Et puis bon, vient la cerise radioactive. Donc on a Doomsday, hein, un espèce de monstre numérique sorti tout droit d'un tutoriel 3D mal exporté. Il est gris, il est bruyant, et c'est interminable. À la fin, tout explose, tout crie, tout s'éteint. Et le film, fier de son chaos, nous laisse sur un cercueil et sur un drapeau. Voilà, comme si on devait être ému, alors que moi, franchement, j'avais juste envie de boire un verre d'eau après tout ça. Et le pire, c'est que Batman vs Superman nous a été vendu, comme le film qui allait rivaliser avec Avengers. Et pourtant, franchement, Avengers, c'était pas fou. Excusez-moi du peu. C'était le choc des titans, l'événement d'une génération, sauf qu'en réalité, c'est juste le moment où tout le projet Snyderverse, c'est juste fissuré. C'est un projet qui est trop grand, qui allait trop vite et qui est trop sérieux. La Warner voulait un empire, mais ils sont allés trop vite en besogne. Et Snyder, lui, c'est pas qu'il voulait un empire, il voulait un mythe. Sauf que personne ne s'est attablé à un moment donné pour écrire une histoire. Et donc à la sortie, bah oui, bah les critiques sont divisées, les fans sont en guerre, les studios sont en panique, les mèmes explosent, la presse démonte tout ce qui bouge, moi je vomis dans un coin et le box-office déçoit. Donc, fin 2017, on revient à une époque reculée, Justice League, comme je l'ai dit, s'écrase au box-office comme un drone sans GPS, et Internet entre en croisade. Donc le hashtag Release Snyder Cut devient la nouvelle religion numérique, que ce soit voilà, les forums, les vidéos, les pétitions, les gens qui impriment des banderoles sur des avions. Ah oui, des avions, hein. C'est la première fois qu'un mouvement de fans se comporte comme une ONG, hein. Sauf qu'au lieu de sauver des baleines, bah ils veulent sauver une version longue d'un film de con. Alors au départ, évidemment, tout le monde pense que c'est une légende urbaine. Le fameux cut de Snyder, en fait, n'existe pas vraiment, il y a juste quelques rushs et des bouts d'effets spéciaux. Mais Snyder commence à poster des images, des storyboards et des scènes inédites, et le mythe devient petit à petit tangible. Et puis à partir de là, bah la Warner, qui cherche à remplir sa nouvelle plateforme HBO Max, en pleine pandémie, hein, en 2020 à l'époque, bah finit par céder. Et ils disent ok Zach, vas-y, tu sais quoi, on te file 70 millions de dollars et tu termines ton film, ok? Et 70 millions de dollars plus tard, en effet, le projet ressuscite. Et ça sort en 2021. C'est pas juste une director's cut, hein, c'est une résurrection. Zack Snyder's Justice League. 4 heures de grandeur tragique.
magique, 4 heures de ralenti mystique, 4 heures de je me fais chier terriblement, et donc excite les blagues forcées Joss Whedon-esque, excite la moustache digitale, enfin presque, excite le ton Marvel, bathos, sous perfusion. Non. Snyder reprend la main, efface Whedon, et livre un film qui ressemble enfin à ce qu'il voulait faire depuis le début, donc une épopée cosmique, austère, pleine de symboles et de regards vers le ciel, et bah écoutez honnêtement, sur le plan visuel, c'est impressionnant. La mise en scène a de la respiration, les plans ont du poids, et la lumière retrouve une petite cohérence. Chaque personnage a enfin une vraie place, Cyborg devient le cœur émotionnel du film, Flash arrête de parler comme un TikToker, oui, ce vilain pas beau en image de synthèse qui ressemble à un grippin vivant, bah il a droit à des motivations, et un design un peu moins insupportable qu'avant. Après, le récit garde la même trame. Voilà, invasion alien, cube magique, résurrection du héros, combat final. Mais cette fois, tout prend le temps d'exister. Après, tu me diras, en 4 heures, heureusement que ça prend le temps d'exister. Snyder filme ses personnages comme des figures mythiques, et le problème, c'est qu'à force de vouloir faire du mythe, bah il oublie encore que c'est des humains. Voilà, donc ces héros parlent en parabole, ils posent en silence, il y a une énorme iconisation qui est vraiment un peu ridicule, et ils agissent comme s'ils savaient déjà qu'ils étaient dans la légende, quoi. Alors c'est beau, mais c'est distant, c'est toujours le problème avec Zack Snyder, quoi. Il se prend trop au sérieux, ce mec-là. Et puis il y a la fin. Et là où n'importe quel film aurait conclu dignement, bah Snyder rajoute une demi-heure d'épilogue, voilà, une scène de rêve post-apocalyptique, le Joker, voilà, qui débarque avec un discours cryptique, Deathstroke en fond, avec Flash, Mera, tout le monde réuni pour teaser, une suite qui n'existera jamais. C'est à la fois fascinant et gênant, comme un chanteur qui refuse de quitter la scène après le rappel. On sent la passion, mais on sent aussi le déni. Et donc, vous l'aurez compris, ce Snyder Cut, bah il divise, hein, voilà. Les fans crient au chef-d'œuvre, les autres, ils voient juste une version XXL du même problème, c'est-à-dire, c'est super visuellement, mais c'est vide et ça se prend trop au sérieux, c'est beaucoup trop prétentieux, et c'est pas profond, quoi. C'est prétentieux pour cacher, en fait, que finalement, ça raconte pas grand-chose. Mais pour une fois, tout le monde peut s'accorder sur un point, même moi, c'est cohérent. C'est le vrai film, c'est pas une soupe de studio, et ça, rien que pour ça, ok, ça mérite d'exister. Parce qu'au fond, le Snyderverse n'aura jamais été un univers partagé, mais juste un geste d'auteur accidentel. Voilà, c'est un homme qui voulait faire de Superman une divinité parmi les hommes, et qui s'est retrouvé à construire un mausolée autour d'un symbole qu'il ne comprenait pas lui-même tout à fait. C'est bancal et c'est la merde. Mais bon, au moins c'est fini. Après, c'est toujours mieux que la version de Whedon, hein, là-dessus y a pas de souci. Après, Whedon, il a fait ce qu'il avait à faire avec ce qu'on lui a donné, hein. Écoutez, moi j'ai toujours eu une position, assez ambiguë vis-à-vis de Joss Whedon. Bon, déjà, moi j'aime pas le MCU, d'accord? J'aime pas le MCU, ok? C'est le côté un peu blagueur, voilà, on se prend pas au sérieux. Le délire de that just happened, ou des trucs genre oh, he's behind me, isn't he? Ou un truc, vous connaissez un peu ce genre d'humour un peu cringe. Mais en vrai, moi j'aime bien Buffy contre les vampires, c'est Joss Whedon qui est derrière ça. Joss Whedon peut avoir un humour qui, je trouve, peut toucher juste. Il peut aussi également écrire vraiment des histoires épiques, avec du développement de personnages. Enfin, je veux dire, moi par exemple, l'un de mes comics préférés, c'est Astonishing X-Men, qui est donc une série de comics X-Men écrite par Joss Whedon, hein, notamment. Et c'est pour moi l'un des meilleurs comics jamais écrits. En ce qui me concerne, c'est mon avis personnel. Donc voilà, moi Joss Whedon, je peux l'apprécier une fois de temps en temps. Là, clairement, je ne peux pas le défendre. Mais c'est juste pour vous dire que, voilà, malgré le fait que je préfère 1000 fois Joss Whedon à Snyder, toujours est-il qu'évidemment que le Snyder Cut est bien meilleur que la Justice League de Whedon. Là-dessus, pour moi, il n'y a pas de débat. Alors, encore une fois, là il s'agira donc de Zack Snyder, élève aux beaux-arts de la punchline facile, qui nous a sorti un pitch qui sent la sueur et la naphtaline. Donc, en gros, c'est les 12 salopards versus les 7 samouraïs, sauf que tout ça est mis en scène dans l'espace. Alors, évidemment, ce pitch, on va le valider. Évidemment qu'on va le valider. Déjà parce que il tient sur un post-it, ce pitch est justement tout à l'air brillant, même un sudoku mal gribouillé sur un post-it. Et justement, en 2012, Snyder décroche un rendez-vous avec Kathleen Kennedy, la très fameuse Kathleen Kennedy, voilà, qui s'est faite pourrir entre autres choses par South Park, voilà, pour être quand même Madame Féminisme à Lucasfilm, et justement, voilà, Snyder discute avec elle afin de produire effectivement un spin-off Star Wars, un spin-off plus sombre, plus mature. En gros, la traduction, c'est que voilà, je veux mettre un plus 18 sur le logo Lucasfilm. Bon, ok, pourquoi pas. De toutes les manières, Disney vient d'acheter le jouet, mais ils vont pas le tartiner de ketchup et d'organes non plus, donc effectivement, Snyder s'est vu refuser sa demande, et Deborah Snyder, productrice et épouse de Zack Snyder, vous l'aurez compris, jure que c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée. On notera l'ironie cosmique, hein. La meilleure chose donnera plus tard Rebel Moon, soit l'équivalent spatial d'un kebab froid sans sauce et sans viande. Et donc, de 2012, on revient à 2021. Donc, la Snyder Cut là, de Justice League, ça fait vibrer la sphère comics, et Netflix flaire la fanbase affamée et lui confie Army of the Dead. Le succès est, on va le dire, relativement là, et là, effectivement, Zack ressort son vieux projet. Je viens de vous en parler, c'est-à-dire Samurai, plus escouade crasseuse, plus Cosmos, et le feu vert a été immédiat. Et c'est ici que le chantier se met à puer la colle forte. Parce que Snyder pond
200 pages de script. Donc un film de 4 heures tout en gravité. Évidemment, Netflix, qui ne jure que par l'algorithme, veut du 90 pages de script pour tenir 2 heures. Voilà, 200 pages, ça va pas être possible. Et normalement, c'est là où effectivement, bon, Zack Snyder aurait dû être mené à la porte et voilà. À la limite, il se verrait offrir une plante verte, mais bon, on n'en parle plus, quoi. Netflix lui dirait non, mais c'est pas possible, 200 pages, casse-toi. Mais non, parce que Zack propose de couper en 2 films et la Netflix accepte. Et puisqu'on est entre potes, Snyder effectivement demande qu'il y ait 2 montages par film, c'est-à-dire que le montage PG-13 pour l'algorithme et le montage Director's Cut pour Papa Snyder. Voilà. Et Netflix, encore une fois, dit banco. Et donc le résultat, c'est quoi? C'est que ça part d'un concept, c'est-à-dire voilà, samouraï dans l'espace, je sais pas quoi, et ça donne 4 objets filmiques. Donc c'est pas une saga, c'est un pack familial. Déjà, rien qu'au niveau de la genèse, tu comprends que ça va partir en couille. Et côté contrôle créatif, bah Snyder il fait tout. C'est le scénariste, c'est le réalisateur, c'est le producteur et c'est le chef OP. On dirait un enfant qui veut conduire la voiture, régler la radio et cuisiner les crêpes sur l'autoroute. Et donc le tournage dure 152 jours, c'est-à-dire d'avril à décembre 2022, soit l'équivalent d'un hiver sibérien. Et le mec tourne encore une fois, je l'ai déjà dit, 4 versions en parallèle. Alors ok, il était ambitieux, mais était-il prudent? Certainement pas. En fait, parce que toute la dramaturgie qui aurait pu sauver Rebel Moon, bah on la jettera un peu comme du sel sur des frites trop molles, seulement en Director's Cut. Et donc le calendrier des sorties de ces 4 conneries, voilà, vous l'aurez compris, ça n'a ni queue ni tête. C'est-à-dire que le 15 décembre 2023, on a la première partie, donc montage Netflix PG-13, PG-13, d'accord, ok. Le public avale une moitié d'histoire et un étalonnage de cave à vin. Ensuite, le 19 avril 2024, on a la deuxième partie, toujours PG-13, voilà. 4 mois d'oubli plus tard, on sert la seconde moitié tiède, tout le monde s'en fout. Et le 2 août 2024, les 2 versions Director's Cut, donc les 2 parties en même temps, sortent. Voilà. Donc l'univers alternatif selon Zack Snyder, où la même histoire saigne plus et parle plus longtemps, mais juste pour nous faire chier. Et donc, là vous vous dites, non mais ça n'a ni queue ni tête. Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement derrière cette pyramide d'assiettes? Évidemment, quand on voit ça, on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi le projet? C'est quoi le raisonnement derrière cette pyramide d'assiettes qui n'a ni queue ni tête? Je comprends pas le délire, c'est quoi? C'est ouais, donnons d'abord la version fadasse à tout le monde, et ensuite, bah, les vrais mecs reviendront effectivement réclamer la version épicée un an plus tard. Sauf que petit souci, les versions fada c'est quand même signé Snyder et approuvé par Snyder. Donc si ton plat du jour est médiocre mais que tu dis non mais t'inquiète pas, le dessert est bien meilleur, non mais moi je réserve pas, je change de restaurant et pas de salam alek. Désolé. Et au passage, le choix du PG-13 en premier, bah ça flingue l'effet d'annonce parce que l'attrait initial c'était attention, Snyder fait sa science-fiction noire. C'est pas juste un ersatz de space opéra aseptisé. C'est comme si tu voyais Mad Max sans la poussière ou Aliens sans le côté claustro en fait. Sauf que justement ici c'est Rebel Moon sans les Snyderismes. Et à la limite moi ça me va, mais le truc c'est que du Snyder sans Snyder c'est juste chiant, c'est comme si on t'amenait un sabre laser sauf qu'il n'y a pas de pile dedans. Et le clou évidemment bah, c'est de sortir les 2 moitiés séparées dans le temps. C'est comme si on te vendait une trottinette en te livrant d'abord la roue avant puis la roue arrière à Pâques, le guidon en été et tout le reste en hiver, en te jurant que attention l'expérience est complète à chaque étape. Ben non frérot, à chaque étape je me casse la gueule. Et de toutes les manières il faut vraiment comprendre avant même de parler du scénario et tout ça parce que évidemment qu'on va en parler, on est sur Yeginalyse évidemment, on va analyser le film, mais ce que je veux dire, que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que à l'instant où on a sorti l'idée un film égale 2 parties égale 2 montages, et que cette saloperie a été validée, voilà, toute la cohérence dramatique du film a pris un aller simple pour Pluton. Snyder a tout voulu contrôler, tout voulu montrer, tout décliner, mais à la fin, tout a été dilué, et Netflix a cru qu'on pouvait servir une pré-version, sans aucun goût, avant la vraie, sans comprendre que le public juge à la première bouchée. C'est ça le délire. Bon ok, on a assez parlé des coulisses, maintenant parlons des films, effectivement, et on va continuer en effet avec la première partie, c'est-à-dire Child of Fire, qui est donc la moitié d'un film, mais c'est déjà trop. C'est déjà trop en fait, c'est une moitié de trop. C'est-à-dire que, en principe, la première partie, la part 1, c'est censé être le film qui est sombre quoi, le film dark, le Star Wars dark. Mais bon, voilà, encore une fois, ça ressemble à un filtre Instagram piraté, voilà ce que c'est. Et si Snyder voulait montrer qu'il n'a rien appris de ses erreurs passées, bah bravo, voilà, ça il l'a réussi, mais c'est la seule chose qu'il ait réussi, ça je vous le dis. Alors déjà, on va parler de l'image. Évidemment, voilà, les fans BA de Snyder vont te dire que les visuels sont superbes, et oui, c'est superbe, si ton kiff c'est de regarder un écran en mode éco-batterie. Même les scènes censées se passer en plein jour ressemblent à des spots tournés dans une cave avec une lampe qui clignote. Snyder a dû confondre son pupitre de lumière avec le bouton contraste plus 100 sur Photoshop. Et le seul, c'est le flou permanent sur le bord des écrans. En fait, je comprends pas. Ces espèces de vignettage un peu cheap qui te donnent l'impression que t'as besoin de lunettes. Ça fait pas artistique, ça fait cache-misère numérique. C'est comme si Snyder essayait de dire non mais attends, regardez pas trop les coins, j'ai pas fini la 3D. Non mais frère, finis ton film et arrête de nous casser les reins. Et évidemment, la critique classique qui arrive bien rapidement lorsqu'on parle de Rebel Moon,
c'est que oui, la voix est absente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voix Snyder, c'est un sous-Star Wars. Mais attention, le problème de Rebel Moon, c'est pas forcément d'être dérivatif, parce que Star Wars lui-même pillait Kurosawa et les Serial Pulp, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais la différence avec tout ça, c'est que George Lucas avait sa voix, il avait son propos, évidemment avec le délire du héros aux 1000 visages, la quête initiatique, l'héritage, trouver sa place dans l'univers. Bon, il y avait effectivement un propos, il y avait des thèmes. Sauf que Snyder, lui, il a juste dit, écoutez, je vais copier tous les plans iconiques de Star Wars, mais en plus sombre avec des muscles et du sang. Et c'est plus ou moins ce qu'on a eu. Et le résultat, on a des plans avec la planète géante, c'est du copier-coller sans émotion, la cantina façon Mos Eisley, qui est vide, impersonnel, sans ambiance, les duels filmés comme des pubs pour des jouets cassés. Et clairement, ce qu'on a eu, c'est un karaoké spatial, sauf qu'il n'y avait pas de musique. C'est ça la connerie. Et à côté de ça, évidemment, bon, vous me connaissez, il y a Ginalise. Pour moi, ce qui est important, c'est les personnages et le développement de personnages. C'est ça qui me fait tiquer et c'est ça qui va faire que je vais apprécier une œuvre ou pas apprécier une œuvre. C'est la façon dont les personnages vont être écrits. C'est l'important. C'est-à-dire que même si ton film est mal filmé, qu'il y a une OST éclatée au sol et que nanana, si les personnages sont intéressants, moi je vais acheter. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. On dit souvent effectivement que je suis mauvais public et je le suis, mais voilà, je peux accepter beaucoup de choses quand l'écriture des personnages est là, quand il y a du développement de personnages et tout ça. Sauf que, évidemment, le problème central de Rebel Moon, c'est que tout ce qui rend les personnages vaguement intéressants, c'est déjà passé avant l'histoire du film. C'est-à-dire que Korra, par exemple, l'héroïne mystérieuse, ne fait que broyer du noir. Et tout ce qui compte chez elle, c'est son passé. Donc un truc qu'on ne verra pas, ou à la limite avec quelques flashbacks, mais on le verra pas dans le film. Ou, par exemple, le robot doublé par Anthony Hopkins, que j'aime bien Anthony Hopkins, attention, mais voilà, lui aussi ne fait que radoter, voilà, vis-à-vis de son roi qui est mort et de sa princesse défunte. Et nous, on s'en fout parce qu'ils sont pas là. C'est du passé, en fait. Montrez-nous ça dans le film. Et même tous les compagnons recrutés qui sont effectivement présentés comme des badass, mais qui sont réduits en réalité à des ninjas avec épée ou mecs torse nu qui parlent au piaf. Et après leur entrée en scène, ils servent juste de figurants armés. Et tout est raconté via exposition et via les flashbacks, mais rien n'est vécu dans le présent. Snyder veut bâtir une mythologie, mais il oublie que, afin qu'on puisse se soucier de tout ce qui se passe à l'écran, il faut des personnages vivants avec des arcs actuels et des personnages qui évoluent en temps réel. Sauf que là, c'est juste des diapos de tragédies passées qu'on nous projette en boucle. Sauf que, je suis vraiment désolé, ça passe pas, en fait. Et évidemment, lorsqu'il s'agit d'action, on est dans un niveau d'armure en scénarium complètement divin, mais Korra, encore une fois, est censée être la guerrière la plus crainte de la galaxie, mais le résultat à l'écran, c'est que elle peut tirer effectivement dans des pièces fermées où 10 mecs armés ne parviennent pas à la toucher. Même à 2 mètres, c'est pas de la maîtrise, c'est de la mauvaise mise en scène. Si Korra gagne à chaque fois, c'est pas parce qu'elle est très très forte, c'est parce que les autres sont très très mauvais. Et à chaque combat, c'est le même cirque. Elle tombe dans un piège, elle s'en sort par magie, et les soldats impériaux deviennent des figurants de paintball qui ratent exprès. Et même Marvel gère mieux le plot armor, entre guillemets. Pourtant, ils sont pas très bons là-dessus, c'est pour vous dire à quel point on est vraiment en dessous de tout. Et en ce qui concerne le schéma narratif, c'est du Pokémon Go, sauf que ça se passe dans l'espace, parce que, encore une fois, le milieu du film, c'est littéralement attraper les tous. Donc on a Korra et Gunnar qui voyagent, rencontrent un badass, et hop, bah ils le recrutent. Donc planète 1, mec torse nu, il dresse un piaf géant, spoiler, ça ne servira plus jamais. Planète 2, guerrière ninja, elle découpe une araignée, spoiler, ça ne servira plus jamais. Planète 3, général bourré, il dit oui sans effort, spoiler, son plan stratégique, ça consistera effectivement à verser des sacs de grains sur le sol, et on s'en bat les steaks. Et tu pourrais remplacer l'ordre des planètes, ça changerait rien du tout, c'est zéro progression dramatique, c'est un copier-coller séquentiel, où tu modifies juste le skin du PNJ recruté, mais ça ne veut rien dire et ça ne va nulle part. Et le final, le climax du film, bah y a rien qui change, le statu quo reste quasiment le même. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a Kai qui trahit le groupe, quelle surprise hein, évidemment. Ils avaient littéralement hurlé dans une taverne, on va combattre l'Empire sans argent. Donc évidemment gros combat, Korra affronte l'amiral noble, qui meurt pas vraiment, grâce à la magie du scénario, et à la fin rien n'a avancé. C'est du statu quo total, c'est-à-dire que les nouveaux compagnons n'ont pas d'impact, il n'y a pas de relations qui ont été créées, et le seul vrai changement, c'est que le traître a perdu la vie. C'est pas une fin, c'est un reset de jeu vidéo, et encore, il n'y a même pas de fun. Enfin voilà, vous l'aurez compris. La première partie est vide, sombre, bruyante, creuse, copiée et jamais inspirée. C'est littéralement la bande-annonce d'un film qui n'existe pas, le genre de truc où tu dis ah, ça va décoller, comme dirait DG, ça va décoller, sauf que ça décolle pas. Enfin, au moment où tu crois que ça décolle, c'est le générique. Donc ça fout un peu le seum. Mais bon, écoutez, mettons ça de côté, parlons un peu maintenant de la deuxième partie, The Scargiver. Là, on va rentrer dans le ralenti agricole. Ça va être marrant, je vous le dis. Parce qu'on parle d'un film où même le blé souffre au ralenti. Ok, on a survécu à la première moitié, qui ressemblait encore une fois à une cinématique de jeu pas finie, mais la suite elle est encore pire avec le festival Snyder au ralenti. Donc déjà, je l'ai déjà dit, le ralenti agricole, ça commence effectivement à me courir sur le haricot. Parce que on sait tous que Snyder aime beaucoup filmer au ralenti, je veux dire, on le savait, c'est sa signature. Mais ici, il pousse le délire jusqu'à mettre du ralenti sur des grains de blé qui tombent au sol. Ouais, sérieusement. C'est pas un combat, pas une explosion, non, juste du grain. Je crois voir un clip de pub pour les moulins soufflets en fait, mais avec une BO dramatique. Et si Zack Snyder voulait
voulait sublimer le quotidien, en fait il a juste transformé la moisson en torture visuelle. Je vous jure que j'ai ressenti plus de tension dramatique devant une pub le Stucru. Et le plan tactique, mais il est foirax du début jusqu'à la fin, parce que tout le monde veut surprendre dans tout le monde. C'est-à-dire que l'intrigue militaire de cours d'école qu'on nous sert dans ce film-là, non mais seigneur quoi. Donc on a Cora qui dit aux villageois, noble est mort, on est tranquille. Plot twist immédiat, un traître annonce que les méchants arrivent, voilà, dans 5 jours. Résultat, les héros préparent la défense du village, et de leur côté, Noble et sa flotte veulent aussi effectivement surprendre les paysans. Donc, le problème est simple. Si Noble voulait vraiment surprendre, il suffisait juste de rien dire. Pourquoi le traître a ouvert sa gueule? Mais non, il prévient quand même du délai. Du coup, son plan consiste à laisser aux fermiers 5 jours pour aiguiser leur pioche, puis revenir ensuite. Tactique de génie, voilà, on dirait un enfant qui crie « Cachez-vous, j'arrive » avant de jouer à cache-cache, ça n'a aucun sens. Alors, les personnages, ils sont assis, ils sont debout, et ensuite, ils ont des flashbacks. Parce que tout le deuxième acte est un supplice. Les 2 tiers du film, c'est des gens qui s'asseyent pour raconter leur passé tragique, des gens qui se lèvent pour écouter le passé tragique d'un autre, et des gens qui travaillent au champ en silence, pendant que Snyder filme ça comme s'il filmait une messe. Chaque perso a la même backstory tragique, on se croirait dans Naruto. Donc c'est enfance massacrée, trauma par la Mother World, vengeance, blablabla. Je veux dire, sérieux quoi. Pas un seul n'a juste envie de se battre parce que c'est le bon choix. Non, chez Snyder, tout le monde a le même trauma en kit. Et le combat final, non mais cliché, en veux-tu, en voilà. Après le climax est au moins regardable. Donc il y a un gros affrontement, sabre lumineux, voilà, commandé sur wish.com, un peu de sang qui gicle, sauf que Cora pense à se rendre à Noble, alors qu'il est évidemment en train de la bullshiter. Niveau stratégie, c'est intelligence d'un pigeon face à un chasseur. Le vaisseau impérial a un point faible ridicule laissé sans protection, même Spaceballs n'aurait pas osé une telle connerie, et les paysans affrontent Noble comme dans un beat'em up, un par un, voilà, ils s'avancent pour se faire massacrer au lieu de tirer de loin. On dirait un tuto de boss mal codé. Enfin voilà, écoutez, c'est épique en surface, mais quand tu grattes, c'est la bataille de Fort Alibi. Et la conclusion, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de conclusion. C'est ça en fait le délire, c'est ce qu'on appelle du sequel bait. C'est un appât à suite. C'est-à-dire que le film se termine par une phrase du style « Oh, la princesse est peut-être encore en vie, allons la chercher ». Ouais, donc c'est ce qu'on appelle une bonne vieille carotte. Parce que déjà, tu viens de t'enfiler 2 films de 2 heures et plus si affinité, et le seul horizon, c'est « Non mais, maintenant on va commencer la vraie quête ». Ouais, merci, mais non merci. Même Ubisoft aurait honte de te vendre ça comme fin de chapitre. Et le résultat des courses, c'est que la partie 2 est tout aussi mauvaise que la première, mais d'une façon différente. C'est moins répétitif spatialement, mais plus répétitif et émotionnellement. Là où le premier était un Pokémon Go intergalactique, le deuxième est une retraite spirituelle de paysans filmés au ralenti, qui finit sur un combat bourré de clichés qui n'ont ni queue ni tête. Alors, maintenant parlons un peu de la réception, effectivement, de la façon dont Rebel Moon a été réceptionné par le public. Bon, déjà, je vous le dis, les chiffres, ils ont tué. Voilà, parce que déjà, la première partie, c'est 22% sur le site Rotten Tomatoes et 5,6 sur 10 sur IMDb. Partie 2, c'est encore pire, 16% sur Rotten Tomatoes et 5,3 sur IMDb. Donc voilà, encore une fois, je suis pas forcément le genre de mec qui va te sortir les chiffres et tout ça, peu importe en réalité l'avis du grand public, hein. On peut très bien prendre un film qui est très apprécié, qui est éclaté au sol, et le contraire également, mais là je pense que ça parle tout seul. Voilà, on parle de score effectivement qui flirte avec le direct to DVD moldave. Et encore, certains films moldaves ont plus de cœur que ça. Les audiences Netflix, voilà, on a 69 millions de vues pour Part 1, la curiosité je suppose, et 46 millions pour Part 2. Donc voilà, l'abandon total, et un tiers des spectateurs a dit casse-toi quoi. Donc tu perds 23 millions de personnes en chemin. C'est plus une fanbase, c'est une fuite d'eau. Et après les versions longues sorties en août 2024 s'en sortent peut-être un poil mieux. Voilà, avec plus ou moins 70% d'accueil positif par le public. Mais faut remettre ça en perspective. C'est pas que c'était bon, c'est juste que les spectateurs se sont fait tellement défoncer les yeux par la version PG-13 qu'en comparaison, voir un peu de sang et 3 scènes rallongées, c'était du caviar. C'est comme applaudir parce que ton sandwich SNCF a cette fois un petit bout de thon. Ouais, c'est bien, mais c'est pas fou non plus, quoi. Et de toutes les manières, le co-scénariste de Rebel Moon, c'est-à-dire Kurt Johnstad, l'a confirmé. Snyder avait pondu des plans détaillés pour 6 films, c'est-à-dire que Rebel Moon allait devenir son Star Wars personnel avec spin-off, préquel et probablement des mug collector. Sauf que le problème, c'est qu'après les beats critiques et la chute d'audience, Netflix a juste dit non. Ils ont rangé ça dans la même armoire que Cowboy Bebop saison 2, c'est-à-dire à la déchetterie, et je ne peux que les comprendre. Et petit rappel, comme vous le savez, Snyder a une fanbase ultra bruyante, prête à faire des hashtags, voilà, release the cut, à la moindre contrariété. Mais cette fois, c'est silence radio. Et maintenant, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi les fans qui nous cassent les reins tout le temps avec la Snyder Cut, non mais tu comprends pas, la note d'intention de Snyder. Pourquoi là, ils ferment leur gueule? Parce que même ses fans ont dû admettre que les 2 versions, ils les avaient validées lui-même. Il n'y a pas de méchant studio à accuser, pas de Joss Whedon à insulter, il y a juste
Zack Snyder face à son œuvre, et ça pique. Parce que, encore une fois, je l'ai dit, c'est un fumiste. C'est tout. Et Rebel Moon, c'est pas juste un échec critique, c'est un échec industriel, un échec narratif, et surtout un échec stratégique. Netflix voulait son Star Wars maison, ils ont juste eu un cosplay foirax, avec un budget AAA. Snyder voulait prouver qu'il était un auteur visionnaire, il a juste prouvé que non, c'est juste un ado attardé avec une caméra 8K. C'est tout ce qu'il est, et c'est tout ce qu'il sera jamais. Voilà, c'est tout, et désolé d'être méchant. Mais à un moment, faut arrêter de nous prendre pour des cons aussi. Parce que, de toutes les manières, depuis des années, Snyder se vend, et on nous vend aussi Snyder comme le réalisateur incompris, le visionnaire martyrisé par les studios, mais Rebel Moon a révélé la vérité. Quand Snyder a carte blanche, bah c'est pire encore. Y a pas de Warner pour couper ses excès, pas de Disney pour l'empêcher de faire du gore random, pas de producteur pour lui dire non mais attends, ton grain au ralenti ça sert à rien, vire-moi ça. Et qu'est-ce qu'on obtient? 4 films qui sont déjà des brouillons en fait. Et donc Snyder sans censure, c'est pas Stanley Kubrick, c'est juste un ado gothique avec un budget illimité. Et Netflix aussi mérite leur balle, hein. Ils sont coupables par complicité parce qu'il faut pas les oublier. Netflix a cru qu'un pitch vieux de 30 ans ça ferait un univers cinématographique à la Marvel. Bah résultat, ils ont mis des centaines de millions dans une saga que personne ne réclamait. Ils ont aussi cru que leur algorithme magique allait dire non mais faites 2 films, puis 2 cuts, puis tout le monde sera content. Bah non en fait, on n'est pas dans un tableur Excel, on est dans du cinéma. Et le cinéma ça marche pas à coup de checkbox. Et le public pour une fois n'a pas été con, il n'a pas été dupe. Tu peux l'avoir une fois avec une campagne de promo genre ouais le nouveau Star Wars, mais quand la première bouchée a un goût de carton humide, bah les gens ne reviennent pas pour le dessert encore une fois. Et les audiences de la deuxième partie le prouvent. Tu perds pas un tiers de spectateurs par hasard. C'est pas de la lassitude, c'est du dégoût actif. Dans 10 ans on ne parlera pas de Rebel Moon comme d'une saga culte. Je pense d'ailleurs même qu'on n'en parlera pas, mais si on devait en parler d'aventure, on en parlera comme Cats par exemple, l'espèce de truc dégueulasse avec les chats en image de synthèse là, ou comme Mortal Engines, ou comme La Momie avec Tom Cruise. Rebel Moon c'est l'exemple parfait du tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans de gestation, 152 jours de tournage, 4 films d'un coup et des millions cramés. Et donc encore une fois on va finir, Snyder voulait faire son Star Wars, bah il a réussi. Voilà, il a fait, la guerre des clones. Mais sans l'excuse de George Lucas qui lui avait au moins inventé un univers. Sauf que Snyder n'a inventé que son propre gouffre. Et donc Rebel Moon c'est pas du cinéma, c'est de la merde. Voilà, désolé, tout simplement. Et au final c'est peut-être ça la plus belle ironie. Snyder voulait critiquer la science-fiction, repousser ses limites, mais en fait il a juste prouvé que lui, Zack Snyder, il n'en était que la limite basse, et très très basse. Donc voilà, on va s'arrêter là. Écoutez, je veux pas être trop méchant vis-à-vis de Zack Snyder, même s'il m'a bien cassé les couilles. Enfin, même pas tant lui en réalité, c'est plus les fans de Zack Snyder qui me cassent les reins, alors que bon, bah je veux dire le mec, bon, voilà, encore une fois c'est un fumiste, hein. C'est un fumiste de A à Z, je ne serai pas clément sur le cas Snyder. Bon, en tout cas, abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous, likez la vidéo si elle vous a plu, et à la prochaine.